Merci d'être avec nous. C'est l'événement qui change la donne ce soir. Le président Trump en fait l'annonce. Il peut envoyer un deuxième porte-avions, un deuxième groupe aéronaval pour enserrer l'Iran dans son étau. Regardez les images. C'est le porte-avions Lincoln qui pour l'instant est sur place. Va s'y ajouter le porte-avions Bush ou le porte-avions Ford. Dans quelques instants, on les suivra sur l'océan Atlantique pour essayer de comprendre lequel est en train de se rapprocher. Guillaume Roquette, un mot d'abord simplement sur ces révélations. Il les fait dans une chaîne israélienne et ça n'est pas un hasard, c'est par Israël que vient beaucoup d'informations. Il y a un parti de la guerre qui pousse ce soir à y aller très vite. Oui, absolument. Et Donald Trump explique aux téléspectateurs qu'il a entendu ce message puisque avec un deuxième porte-avions, il y a une montée en puissance, une montée dans la menace qui est très forte. On se demande d'ailleurs pourquoi faire, puisque ça fait 2 semaines déjà que le Lincoln est arrivé au Moyen-Orient. Mais dans la même interview, Trump dit les Iraniens ont envie d'arriver à un accord. Et il dit si on n'y arrive pas, alors nous devrons faire quelque chose de très dur. Donc la menace, elle est claire sur les Iraniens. Tout de suite, le spécialiste général Dutart, vous êtes un des plus grands généraux d'aviation. Ce qui se passe là, c'est-à-dire la capacité de doubler la capacité en termes de porte-avions et en termes de décollage d'avions. Oui, la symbolique est extrêmement forte, à la fois sur le plan politique et bien sûr sur le plan militaire. Ça veut dire qu'on double la capacité non seulement navale, mais également aérienne, avec probablement le déplacement de ce porte-avions en Méditerranée, dans un premier temps, enfin c'est une hypothèse, et l'autre porte-avions qui est à 800 000 km à peu près de la côte iranienne. Donc vous avez tout d'un coup non seulement une flotte aéronavale extrêmement forte, avec non seulement la capacité des avions bien sûr, mais également les missiles Tomahawk qui peuvent être lancés de la part des destroyers qui accompagnent ce porte-avions, et puis le renforcement des bases aériennes de l'US Air Force qui sont actuellement en alerte dans tout le Moyen-Orient. Il faut bien expliquer, Michel Goya, c'est pas un porte-avions, c'est tout ce qui va avec, comme on l'introduit ici, c'est-à-dire des destroyers et beaucoup d'autres choses. Oui, alors bien sûr, il y a le porte-avions, les destroyers avec leur propre capacité, c'est des bases de tir flottantes, les destroyers, des bases de tir anti-missiles notamment, avec des Tomahawks, etc. Il y a probablement également un autre sous-marin, mais si vous voulez, moi j'y vois plutôt un aveu de faiblesse en réalité. C'est-à-dire que là, la partie n'a pas commencé, on est encore au moment où on met des jetons sur la table, donc il a dit, regardez, j'ai plein de jetons, et puis au moment de commencer la partie, je vais peut-être en rajouter. Voilà, et ils arriveront dans une semaine au minimum. Et donc ça veut dire non, j'ai pas envie d'attaquer pour l'instant. Donc j'en rajoute, mais c'est pour l'instant, pour moi, c'est plutôt un avis de faiblesse. Il a largement les moyens de faire une campagne aérienne, de faire tout ce qu'il veut déjà. Donc rajouter, en réalité, c'est pas indispensable militairement, et c'est plutôt une manière de montrer que on essaie de monter la pression, mais avec des hésitations pour aller plus loin quand même. Samantha Bendern. C'est vraiment une façon de faire monter la pression. Les Iraniens ont encore envoyé Ali Larijani aujourd'hui à Mascate en Oman pour préparer les pourparlers de la semaine prochaine. Il y a des rumeurs selon lesquelles les Iraniens feraient peut-être des toutes petites concessions sur le pourcentage d'enrichissement d'uranium qu'ils sont prêts à accepter comme négociation. Mais ils insistent, ils continuent à insister. On ne discute pas des missiles et on ne discute pas des proxys. Donc Trump est dans une situation où les Iraniens ne bougent pas vraiment, et donc il leur met une pression. Mais Michel a raison, qu'il y a un porte-avions ou deux à ce stade, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Mais il faut qu'il montre à son électorat et aux Iraniens que... je vous trouve quand même très flegmatique, pardon, mais si on était dans la région, je pense que si on voit un deuxième porte-avions qui arrive, si on est iranien, par exemple, le régime de Téhéran, c'est pas tout à fait la même chose, regardez. Ça dépend. Vous dites là, on est à Paris tranquille dans un studio, on dit un deuxième porte-avions, et puis on mettre un troisième, ça change pas grand-chose. Oui. Gérald Dutart, est-ce que vraiment ça change si peu que ça? Non, mais Samantha et Michel ont quelque part un peu raison sur le fait que c'est pas majeur sur le plan militaire, technique. Pourquoi? Parce que les moyens sont déjà déployés en fait au Moyen-Orient, mais le symbole politique est extrêmement fort. Donc à vous entendre qu'on comprenne bien, ça ne sert à rien au fond, c'est ça. C'est la communication.
C'est ça. Ouais. Donc il ne se passe pas grand-chose en réalité. C'est assez classique. Michel Goya le dit souvent. Les Américains, quand on leur dit peut-être qu'il faudrait mettre 100 en moyen, ils disent alors on va mettre 200. Parce que comme ils ont des moyens quasiment illimités, ils veulent toujours essayer de verrouiller le dispositif. Et on a un peu le sentiment que Donald Trump essaye de compenser la difficulté stratégique d'une intervention, qui frappait, pour quelles conséquences, avec quels alliés à l'intérieur, par une débauche de moyens militaires. Et moi, ce que je n'exclus pas, c'est que, justement, il soit quelque part rassuré par ce déploiement de force, Trump en disant, de toute façon, avec tout l'arsenal qu'on a déployé, on peut y aller. Est-ce que je peux vous provoquer un peu ? Moi, je trouve votre plateau typiquement européen. Il y a peut-être 30 000 morts à Téhéran. Il y a un régime qui noie dans le sang sa répression. Il y a les États-Unis d'Amérique qui envoient un deuxième porte-avions. Et ici, en France, c'est de la communication, on fait de la com. Comment il se passait pas grand-chose ? C'est plus parce que moi, si c'était notre président, je dirais, il va frapper. Le problème, c'est pas. Il a déjà bombardé l'Iran. Non, il a déjà bombardé, mais il a bombardé après que les Israéliens se sont passés. Et il a bombardé, on va dire en petit, comparé aux capacités américaines. On sait très bien qu'il est réticent. Il a bombardé avec des B2. Qu'est-ce que vous appelez bombarder en petit ? Moi, non, mais c'est pas sur la durée. Il a largué quelques bombes, mais il s'est pas engagé sur la durée. Et les autres ont fait quoi ? Les autres pays ont fait quoi ? Rien. Sur l'Iran, rien. On est d'accord. Il n'a pas bien fait le boulot, parce que le lendemain, les Israéliens ont été obligés de rebombarder Fordo, Natanz et... Non, et puis c'est lui qui a arrêté les Israéliens qui voulaient aller jusqu'au bout. Et il les a pas laissés. Vous donnez l'impression d'être tellement au fond anti-Trump, ce qui se comprend, chacun élit ses opinions, qu'en réalité vous avez surtout envie de dire il se passe rien, il est nul, c'est de la com. Alors, moi pas du tout. Moi j'espère qu'il va prendre une vraie décision. Vous espérez qu'il va frapper ? Moi j'espère qu'il va vraiment honorer ce qu'il a dit au peuple iranien, mais on l'appelle Tarko pour une raison. Vous espérez qu'il va bombarder le nucléaire et bombarder les missiles ? Et bombarder les missiles et peut-être bombarder les bases d'Aran pour aussi permettre aux Iraniens de prendre leur destin en main. Guillaume. C'est-à-dire que la situation des Européens, elle est difficile. Pourquoi ? Parce que, et des observateurs, parce qu'on se dit, les Iraniens méritent 1000 fois qu'on leur vienne en aide. Et donc, il y a une espèce d'élan de sympathie qui est pas si fréquent que ça vis-à-vis d'une éventuelle action de Trump. Mais quand on réfléchit, on se dit quelles vont être les conséquences. Et là, on voit pas l'issue. Donc c'est pour ça que même en espérant de toutes nos forces que la situation des Iraniens s'améliore, on s'est dit que la réponse militaire n'est pas forcément la meilleure. Repassons juste, je vous donne suite la parole, Général Duterte. Quel est le scénario qu'on comprenne bien ? Alors, on comprend bien. Il y a l'hypothèse que tout ça ne soit que de la com, mais au fond qu'il se passe pas grand-chose. Mais s'il y a effectivement une campagne de bombardement, comme tout à l'heure sur ce plateau, vous l'évoquiez avec Jean-François Colosimo, et par vague, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire par vague avec 2 porte-avions ? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, 2 porte-avions, bien sûr, plus les moyens aériens qui sont développés au Moyen-Orient, déjà de l'US Air Force. Ça veut dire qu'on va faire une véritable campagne aérienne qui peut durer une dizaine de jours, voire peut-être plus, une quinzaine de jours. C'est pas du tout un vol de B2 avec un ciblage extrêmement précis des 3 sites nucléaires. Là, on va retaper les sites nucléaires, bien sûr, mais on va d'abord frapper tout ce qui peut servir à nouveau de défense aérienne, puis systématiquement, et ça c'est extrêmement important, tous les sites qui ont été répertoriés depuis des semaines, des mois, voire des années, qui sont les points de départ des missiles balistiques, pour essayer d'évacuer cette menace. Il était extrêmement clair là-dessus, le président Trump. Il a dit, 1, je veux plus de nucléaire, 2, je ne veux plus de missiles balistiques qui menacent Israël. Et c'est pour ça que Netanyahou est demain à Washington, ils vont parler de ça. Et la troisième chose, comme il a été dit, c'est essayer de donner un coup de pouce en fait à la population iranienne pour qu'elle prenne son destin en main, ce qui est évidemment un challenge énorme. Et précisons effectivement que parmi les informations ce soir qui donnent une coloration très différente à la soirée, c'est notamment ce que rapporte CNN sur le fait que l'Iran pourrait faire 3000 missiles supplémentaires en quelques semaines. Alors 2000 pardon. Alors, c'est les Israéliens qui donnent ça. Évidemment, ils ont tendance à surélever la menace, mais enfin, ils sont bien renseignés. Non, mais j'ai l'impression quand même qu'avec la mise en place de ce deuxième groupe aéronaval, comme le disait Michel tout à l'heure, on gagne surtout ils cherchent surtout à gagner du temps. Le problème, c'est que la fenêtre de tir, elle se rétrécit. Pourquoi ? Parce que le Ramadan commence le 17 février.
et va durer jusqu'au 19 mars. Et on imagine mal tout de même une campagne militaire de grande envergure sur la zone pendant le Ramadan. Ça semble très, très difficile. Enfin, ce sera un affront non seulement pour une partie des Iraniens, mais aussi pour une partie des pays du Golfe. Donc voilà, la fenêtre de tir, ça va être quoi ? Ça va être la mise en place du groupe aéronaval d'ici 2-3 jours peut-être. Et donc, il va avoir 2-3 jours pour frapper. On va revenir dans quelques instants à ce qui se passe au Proche-Orient, mais il faut évidemment faire le point sur, et plus que le point, ce sont des révélations nouvelles. Kadi, vous nous rejoignez. Merci beaucoup, Kadi Adoumdouas, sur l'affaire Epstein et son aspect encore plus tentaculaire que ce qu'on croyait. Oui, alors celle qui est au cœur de cette enquête, la voici, c'est elle, Ghislaine Maxwell. Sa complice de toujours, elle purge une peine de 20 ans de prison pour trafic de mineurs. Elle a parfaitement d'ailleurs conscience d'être la seule à pouvoir lever la plupart des mystères autour de cette affaire. Écoutez justement ce que dit son avocat. Si cette commission et le public américain veulent réellement entendre la vérité sans filtre sur ce qui s'est passé, il existe une voie simple. Madame Maxwell est prête à parler honnêtement si elle obtient une grâce du président Trump. Elle seule peut fournir un récit complet. Et certains n'aimeront peut-être pas ce qu'ils entendront, mais la vérité compte. Le président Trump et le président Clinton sont innocents. Seule Madame Maxwell peut expliquer pourquoi. Et l'opinion publique a le droit à une explication. Voilà, la vérité en échange de la liberté. En attendant, c'est donc le 5e amendement qu'elle invoque. C'est son droit à garder le silence, tout simplement. Alors, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent, notamment ce mystère sur des noms caviardés. Alors, il y a tellement de millions de noms cités, et pourtant certains caviardés. Pourquoi ? Oui, alors imaginez, regardez, cette page-là, multipliée par 3,5 millions, puisque c'est officiellement le nombre de pages que contient ce dossier. L'équivalent, en fait, d'une tour Eiffel de pages. C'est ce que dit le procureur général des États-Unis. Une poignée d'élus du Congrès a pu consulter l'intégralité des documents, mais ils n'ont eu que 2 heures pour examiner ces documents non caviardés, seuls, sans téléphone, dans une salle sécurisée à Washington. Et leurs conclusions, elles font froid dans le dos. Écoutez. C'est une chose incroyablement sérieuse. On vient tout juste de lire ces dossiers. Dedans, on parle de jeunes filles de 15 ans, de 14 ans, de 10 ans. J'ai vu mention d'une enfant de 9 ans. C'est purement scandaleux. Alors Jamie Raskin, l'homme que vous venez d'entendre, c'est le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, à la commission de la Chambre des représentants. Et pour vous donner un ordre d'idée du défi en fait que représente l'examen de cette affaire, lui il estime qu'il faudrait 7 ans et demi pour examiner l'intégralité des documents. Donc certains élus, eux, critiquent l'excès de zèle dans ces caviardages qui protègent des identités simplement, dit-il, pour éviter un embarras potentiel. On mesure là qu'on a quelque chose de tentaculaire en termes de non seulement de pédocriminalité, mais en termes de réseau mondial. Oui, alors ça se réverbère dans le monde entier. Au Royaume-Uni, par exemple, non seulement est-ce que le Premier ministre Keir Starmer risque de tomber parce que son ambassadeur aux États-Unis, Peter Mandelson, s'est avéré beaucoup plus proche de Epstein qu'on ne le pensait, mais surtout les révélations vraiment scandaleuses autour de l'ancien prince Andrew. Le roi a dit qu'il soutenait l'enquête policière. On parle de la Russie, de toutes les implications de Epstein avec la Russie, avec le FSB, avec le KGB. Là encore, je reviens au Royaume-Uni, mais Robert Maxwell, le père de Ghislaine, était, on va dire, connu, surtout après sa mort, pour avoir un passé très trouble avec le KGB, vu ses origines tchécoslovaques. Le Mossad aussi, aussi potentiellement le Mossad. Tous les services, évidemment, quand on voit à quel point ce type avait un niveau d'escroquerie mondial. Jusqu'à Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite, c'est absolument énorme. Est-ce que ça signifie des protections, Kadi ? Alors, en tout cas, il y a beaucoup de questions, notamment sur 6 hommes en particulier, dont les noms reviennent en particulier dans tous ces documents, et ils ont été effectivement caviardés. Alors, on dit qu'au moins l'un d'entre eux est un citoyen américain, un autre occuperait un poste relativement élevé dans un gouvernement étranger, et puis il y aurait aussi une personnalité assez connue. Ce sont les termes utilisés. Ce qu'on mesure aussi, évidemment, c'est la dimension française, très importante. Ah oui, d'ailleurs, une plainte vient d'être déposée contre un recruteur présumé d'Epstein. C'est une Suédoise qui vient de porter plainte contre un certain Daniel Siad pour viol et traite d'êtres humains. Alors, les faits, ils remontent à 1990, à Cannes ou à Paris. Cet homme, il a été identifié formellement par le FBI comme donc un recruteur présumé. Alors, les faits, visiblement, sont prescrits, mais l'enquête pourrait explorer les liens d'Epstein en France
Daniel Siad, lui, il nie les abus. D'ailleurs, il vient tout juste, il y a quelques minutes, de poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Il se dit lui aussi victime d'Epstein. Écoutez. J'ai jamais vendu un mannequin de ma vie, un être humain de ma vie. Je suis un grand-père, je suis un père de famille et je suis très fier de mon identité. J'ai rien à me reprocher. L'argent, il y a la pédocriminalité et il y a tout ce qui a permis son système, c'est-à-dire l'argent, les relations. Si on revient aux images de ces appartements avenue Foch, 740 mètres carrés, mais il y a plus que ça. Il louait partout dans Paris des hôtels particuliers. La carte dans Paris est sidérante, c'est-à-dire qu'il y a une débauche d'argent et on se dit, comme vous le soulignez, d'où venait tant d'argent ? Oui, ce qui est curieux, c'est qu'on parle d'une fortune, quand il est mort en 2019, on parle d'une fortune estimée entre 600 et 800 millions de dollars, ce qui n'est pas exceptionnel, considérant son train de vie quand même qui était fastueux. Moi, j'étais très surpris de l'estimation de cette fortune personnelle. Je m'attendais à entendre parler de plusieurs milliards, voire dizaines de milliards, et en fait, 600, 800 millions, c'est rien par rapport au train de vie tout de même qu'il menait à travers le monde. Il y a une dimension de montage. C'est quelqu'un, il était prof de maths au début. Je ne sais pas ce qu'est le salaire de prof de maths qu'il devait toucher. Il a fait une fortune dans l'espèce de pyramide de Ponzi, dans la fraude fiscale. Il n'acceptait que des déposants à partir d'1 milliard. Donc on est dans un autre domaine. Oui, et on a du mal à savoir ce qui est l'origine de la fortune d'Epstein, parce que ou bien c'est par ce trafic atroce de jeunes filles souvent mineures, ou bien il se servait simplement de ça pour être toujours dans les bonnes affaires financières. On voit le réseau qu'il a mis, on voit les échanges avec des gens qui ont des hautes responsabilités. On imagine tous les délits d'initiés dont il a pu bénéficier, et j'ai le sentiment que sur l'aspect économique de sa fortune, il y a le même effet de sidération que sur l'étendue du réseau. C'est-à-dire que, pour l'instant, on met le projecteur sur des personnages précis, Jack Lang, le prince Andrew, ou d'autres, mais on n'a pas encore une idée générale de ce qu'est l'écosystème Epstein. Je rajouterais qu'en fait, en écoutant Kady et en lisant aujourd'hui, la durée dans le temps, c'est-à-dire pourquoi c'est aussi grand, c'est parce qu'on parle des années 90 à plus ou moins 2020. Donc on parle d'une presque 40 ans de sévices, de capacité de vraiment camoufler à la fois la fortune et ses crimes. Ça veut dire qu'il va falloir énormément de temps pour creuser tout ça. Qu'est-ce qui les changeait ? C'est-à-dire, tous ces gens, ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, de Bannon à Chomsky, les démocrates comme Clinton, les républicains comme Trump. On a l'impression, tous ces gens, quels étaient ? Alors, il y a ceux qui ont, péché dans la pédocriminalité, mais en dehors de ça, les services, les échanges, qu'est-ce qu'ils gagnaient ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Une phrase qu'il est réputé avoir dite, c'est que contrairement aux pyramides de Ponzi qui font apparaître de l'argent de nulle part, lui faisait disparaître l'argent. Ce que ça veut dire, c'est que c'était sans doute quelqu'un qui aidait les gens à blanchir leur argent, que ce soit des Russes, que ce soit des gens des pays du Golfe, que ce soit des narco-criminels d'Amérique latine, que ce soit n'importe qui avait besoin de blanchir son argent. Deuxième chose, il arrivait à leur acheter une respectabilité en les introduisant dans un milieu social. Et trois, ce que j'ai aussi entendu, c'est qu'avec beaucoup de ces hommes d'affaires très riches, très puissants, il arrivait à leur parler de choses à un niveau, on va dire, relativement cru. Ils arrivaient à se dire des choses qu'ils ne pouvaient pas dire devant leurs épouses, peut-être pas devant leurs autres copains politiquement corrects. Ça tournait souvent autour du sexe, et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du sexe chez les hommes, parce ils perdent un peu la tête parfois. C'est très simple. J'ai été jeune et jolie, il y a très longtemps, je peux vous dire que il y a un neurone qui part à un moment donné. C'est pas le genre. Ça, c'est la loi. Ça, c'est peut-être la loi humaine, mais là, à ce point-là, regardez, c'est avec Chomsky. Chez les hommes riches. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, le niveau, disons, de montage à la fois pédocriminel, financier. Il y a évidemment beaucoup de souffrance. Et quand on voit les victimes, je ne sais pas si vous avez vu les témoignages qui sont vertigineux. Oui. Je pense que ce que dit Samantha est très juste. C'est-à-dire que, en fait, Epstein arrivait à amener ses interlocuteurs dans un niveau de toute puissance
de désinhibition absolue, y compris sous des formes les plus abominables, c'est-à-dire la pédocriminalité, mais aussi en termes de réseau. Regardez la façon dont il invitait ses protégés sur son île qu'on voit à l'instant, en les emmenant dans leur jet. Et il y a une espèce d'ivresse qui devait faciliter les affaires, parce que on se dit qu'il y a plus de tabous, qu'il y a plus de limites, qu'il y a plus de contraintes. Parfois même, d'ailleurs, il y a plus aucun respect de la loi. Et ça forme un terreau qui malheureusement doit faciliter cette finance trouble. On va se retrouver dans quelques instants. On verra aussi quels sont les compromates. C'est le système des compromissions. Vous l'introduisiez, Samantha. Est-ce que les services comme le KGB ou le Mossad ont utilisé ça? De quelle manière? Avec quel argent? Avec quel réseau? Et puis avec Sonia Dridi, on sera en direct à Washington, puisque l'affaire, vous êtes déjà là, Sonia Dridi, à tout de suite. L'affaire, évidemment, prend toujours plus de place aux États-Unis, simultanément à ce qu'on verra, c'est-à-dire l'envoi possiblement d'un deuxième porte-avions contre l'Iran. À tout de suite. Bonsoir et rebonsoir. Les révélations sur l'affaire Epstein, sur le réseau d'argent, le réseau pédocriminel, le réseau de relations d'Epstein aux États-Unis, partout dans le monde et en particulier en France. On reparlera de la nécessité d'enquête, mais aussi de ce montage énorme, planétaire. Vous êtes avec nous, Sonia Dridi. Vous étiez tout à l'heure à la conférence de presse à la Maison-Blanche et partout, le sujet Epstein s'impose. Oui, et d'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche a mis fin au point presse de façon assez abrupte, après un point presse beaucoup plus court que d'habitude, environ une vingtaine de minutes. J'étais pas loin d'elle, on pouvait voir son agacement et sa frustration grandir au fur et à mesure que des questions sur l'affaire Epstein lui étaient posées. Il y a notamment eu un journaliste qui lui a posé la question de savoir si l'administration Trump avait toujours confiance, soutenait toujours le secrétaire au commerce, Lutnick, qui avait assuré avoir coupé les liens avec Epstein il y a une vingtaine d'années, et les documents révèlent qu'il a notamment été sur son île avec sa femme et ses enfants en 2012 et qu'il a maintenu une correspondance avec Jeffrey Epstein, qu'il avait maintenu une correspondance ces dernières années. Il y a également une question sur un appel supposé de Donald Trump au chef de la police de Palm Beach en 2006. Donald Trump qui a toujours assuré qu'il n'était pas au courant des activités criminelles de Jeffrey Epstein, et ces documents, les documents qui ont été publiés, révèlent que le chef de la police de Palm Beach, l'ancien chef de la police de Palm Beach, lors d'une interview avec le FBI en 2019, assure que Donald Trump l'a appelé en 2006 pour lui dire que c'était très bien qu'ils arrêtent Jeffrey Epstein, et que Ghislaine Maxwell représentait le mal, et donc ce à quoi la porte-parole de la Maison-Blanche a dit « Je ne sais pas si cet appel a été passé ou pas, et si cela était le cas, ça va contre le narratif médiatique. » En tout cas, on a senti au fur et à mesure son agacement, et elle a fini par prendre ses feuilles et à repartir par la porte bleue que vous pouvez voir derrière moi, qui mène à son bureau qui se situe au premier étage. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Comment ce montage a-t-il été possible? Écoutez peut-être d'abord la voix de Jeffrey Epstein. Comment un personnage comme ça arrive à cumuler un tel nombre de relations? Chacun peut voir maintenant une grande partie de ces emails où banquiers, hommes d'affaires, ministres, ex-responsables politiques en place sont prêts à entrer en dialogue avec lui, et bien plus que ça. Écoutez-le. Qu'êtes-vous, un prédateur sexuel de catégorie 3? Niveau 1. Le niveau 1, c'est le plus élevé et le pire? Non, je suis au plus bas. Vous êtes au plus bas, niveau 1. Vous êtes au plus bas, mais un criminel? Oui. Comment cet homme, d'après vous, pourquoi cet homme a réussi ce que tant d'autres escrocs, et c'est rare à ce point-là, et pédocriminels à ce point-là? C'est difficile de répondre à cette question. Quand vous le regardez là, répondre froidement aux questions, vous vous dites qu'il a un degré de maîtrise de lui-même dans la perversité qui lui a sans doute donné des pouvoirs de persuasion et de manipulation supérieurs à ceux de beaucoup d'autres gens. Enfin, je veux dire, cet homme apparaît vraiment comme une espèce d'incarnation vivante du mal, et il arrive autour de lui à tisser sa toile comme si il fascinait ses interlocuteurs, et ce qu'il leur promet, ce qu'il leur donne est quelque chose que aucun autre ne pouvait faire, et d'où son succès, parce que malheureusement il avait
j'allais presque dire heureusement, une situation de monopole. Je veux dire, j'ai jamais entendu parler d'une autre affaire, même dans l'histoire contemporaine, d'une telle proportion. Vincent Crouzet, vous signez Le jour où je suis devenu espion, c'est aux éditions de l'Observatoire. Il faut recommander ce livre, c'est comment fonctionne aussi la DGSE. Vous avez été agent, officier. S'il y a eu compromat, c'est-à-dire si le service, le FSB ou si le Mossad ont réussi à l'utiliser, c'est de quelle manière exactement ? Je suis très dubitatif sur la manipulation de Maxwell. Il est évident que la somme d'informations qu'il a collectées, sur les uns et sur les autres, valait très très cher. Valait une somme considérable pour un service de renseignement extérieur. Je pense qu'il a plutôt été, il a été, j'allais dire malheureusement, une cible assez vulnérable éventuellement pour les Russes, ça c'est possible, avec un objectif, la déstabilisation de la démocratie américaine, évidemment. Parce que ça permet de stigmatiser les élites qui, en grande partie, ont participé donc au trafic pédocriminel, enfin, certaines personnalités des élites qui ont participé justement à ces trafics. Et ça permet d'accuser beaucoup plus globalement les élites washingtoniennes, new-yorkaises, etc. Ça, c'est la grande peur de Trump, c'est d'être assimilé justement à ce monde-là dont il était à l'époque. C'est d'être assimilé avec tous ces gens, ces intellectuels. On a vu Woody Allen, on en a vu d'autres. D'autres aussi peuvent se trouver pris dans ces phares. Là, on a vu tout à l'heure la photo de Steve Bannon qui est supposé représenter les classes populaires américaines qui ont fait des caisses justement à ce niveau et qui se retrouvent pris dans les filets. Alors, ce qui est très amusant, c'est en plus ça crée un gros problème au sein de la sphère MAGA, puisqu'il y a Elon Musk qui s'en félicite et qui fait des tweets sur Bannon et Epstein. Après, en ce qui concerne ces liens supposés avec le FSB, ce qui est troublant, ce sont ces liens avec Sergueï Beliakov, qui est un ancien du FSB qui a été diplômé de l'académie du FSB en 98. Mais justement parce qu'il a des liens formels avec Beliakov, l'hypothèse de Epstein, agent du FSB, ne tient pas vraiment. En tout cas, expliquez bien, le compromat, que ce soit le FSB, le Mossad ou d'autres services dans le monde, évidemment, c'est leur aliment quotidien. Une grande partie de la carrière de Poutine a été construite. Il y a eu des moments où Poutine a joué du compromat. C'est un grand classique de tous les services. Mais les Russes aiment beaucoup ça, notamment. Mais avec Epstein, moi je ne pense pas non plus que lui était lui-même compromis, qu'il était manipulé par le FSB, mais il leur fournissait des gens qui étaient pleins de compromis et le FSB l'aidait à créer ce compromis. C'est une quantité de dossiers phénoménale. Surtout en les fournissant des femmes. Il y a un cas très intéressant, c'est celui de Masha Drokova, qui est une Russe, qui était une pro-Poutine, un exemple de la jeunesse poutinienne. Elle avait été une des fondatrices de Nashi, qui est cette espèce de mouvement hyper patriotique russe. Elle a vu le jour, elle a vu la lumière, elle est partie aux États-Unis, elle a dit je veux plus rien avoir avec Poutine. Elle a fondé une société de capital risque à Silicon Valley. Elle a rencontré Epstein, elle a cherché à le rencontrer, et là les mails qui sont sortis dernièrement montrent à quel point ils se sont utilisés mutuellement, lui parce qu'il voulait avoir un accès à Poutine et elle parce qu'elle voulait un accès à l'argent américain. Et là c'est aussi une façon que les Russes, qui a permis aux Russes de mettre la main sur le carnet d'adresse d'Epstein et de l'aider aussi à faire développer toutes ces instances de compromat. Parenthèse un peu balsacienne, on apprend à l'instant notamment que Jean-Noël Barrot ouvre une enquête parce qu'un diplomate français était peut-être mis en cause dans l'affaire. Dans les mœurs d'un certain nombre de gens qui ont des responsabilités considérables, qui acceptent des invitations, qui demandent qu'on leur paie un taxi, qui sont très heureux évidemment qu'on les invite, ça c'est des invitations plus importantes, un vol pour New York, un vol pour l'île d'Epstein, etc. Oui, il y a probablement deux types de compromission avec Epstein. C'est ou bien les réseaux pédophiles, ou bien simplement profiter entre guillemets de ces largesses. Il y a cet appartement gigantesque avenue Foch, il y a ce jet privé, il y a ces invitations dans les îles, il y a des gens comme Jack Lang qui disent est-ce que vous pourriez me prêter une voiture parce que j'ai un dîner qui est un peu loin de Paris, et donc on a le sentiment que cet homme utilisait toute la gradation possible de la compromission de la plus banale entre guillemets jusqu'à la plus atroce.
Écoutez Lavrov, parce que ça résonne évidemment jusqu'à Moscou aussi, et on pose la question à Lavrov, mais enfin, est-ce que vous êtes dans le coup ? Quand on voit les personnes influentes qui pouvaient être sur l'île d'Epstein, on peut se dire que n'importe quel service de renseignement aurait considéré comme un honneur de recruter Epstein. Pour obtenir des informations ? Oui, mais cela ne nous a jamais intéressés. Ils essaient de trouver des traces russes dans tout ce désordre. Ah oui. Une dénégation. Juste un point quand même. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de l'étude de François Stom qui a été publiée en juillet dernier et qui établit de manière extraordinairement précise et détaillée et complètement convaincante les liens entre Epstein et le SVR, donc le service extérieur russe. Et c'est évident. Donc je veux dire, c'est clair. Donc alors ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu d'autres liens avec d'autres services possibles. Hein, mais toujours est-il que le lien avec la Russie, il est avéré. C'est un porte-avions, bon, parce qu'on parlait de porte-avions, c'est un porte-avions américain, mais au service des Russes. Avec quel mode opératoire ? Expliquez ça. Potentiel. Et tout ce qu'on a évoqué en réalité, c'est effectivement, alors beaucoup de filles en réalité venaient de Russie, étaient même fournies directement par les Russes dans un certain nombre de rencontres, et avec cette idée que bien sûr, comme l'évoquait Vincent, c'est voilà, on a accès, on a des compromates sur la moitié de l'élite mondiale et des dossiers sur à peu près tout le monde. Donc c'est un levier, une capacité d'action qui est phénoménale. Michel a raison. Dans les années 90, il y a eu un nombre incroyable de jeunes mannequins provenant de tous les pays d'Europe de l'Est qui ont débarqué à New York. Et en fait, c'était de très larges filets dérivants. Peut-être que l'une d'entre elles pouvait harponner un homme très puissant et un jour devenir son épouse. Ça, c'est une chose. Et puis d'autres, effectivement, pouvant participer à des compromates. Mais une dénégation de Lavrov vaut en fait confirmation, si j'ose dire. Et même si, à la rigueur, les services russes ne tenaient pas Epstein, ils auraient tout intérêt aujourd'hui à amplifier la nouvelle ou à essayer de confirmer que Epstein était un de leurs agents, signifiant là qu'ils étaient capables à même justement de faire tomber le système. Mais ce qui est vrai. Pardon. Non, alors Maria Zakharova, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, amplifie cette histoire en disant regardez, ce sont tous les pédocriminels de Epstein qui aujourd'hui financent l'Ukraine qui est en train d'être transformée dans une espèce d'énorme réseau pédocriminel et de trafic d'organes, et donc ils sont en train d'utiliser l'affaire Epstein pour dire en gros, c'est presque lié, c'est Epstein qui finance la guerre en Ukraine, mais que tous ces criminels qu'on voit aujourd'hui dans ces fiches là où le nom n'est pas caverdé, eh bien c'est à cause d'eux qu'il y a une guerre en Ukraine, et c'est contre eux que la vaillante Russie est en train de se battre. Mais c'est toute la démocratie américaine, mais bien au-delà, bien sûr, britannique et autres. C'est de la droite, c'est la gauche. Enfin, on voit Noam Chomsky et Bill Clinton, puis on voit Trump et Steve Bannon. C'est toutes les élites. Pour les Russes, c'est du pain béni, c'est-à-dire ils voient la déchéance dont ils parlent souvent de l'Occident dans tous ces Vous voyez Dmitriev qui a tweeté sur le sujet. Dmitriev, c'est l'envoyé spécial du Kremlin, sur le thème « Tous tombent ». Et il représente là, évidemment, notamment Star, mais une petite fixette sur le Royaume-Uni en particulier. Une vieille obsession russe. Sachant qu'évidemment, les élites russes ne sont ni corrompues ni perverties. Hein. Ça, tout le monde le sait bien. Il y a un classement, je recommande Transparency International, le classement de la corruption qui est paru, où on voit, alors là, pardon, même s'il se passe beaucoup de choses dramatiques dans les démocraties libérales, elles résistent quand même mieux que les autres à la corruption. Ce qui est curieux quand même, c'est que il y a eu des millions, je crois 3 millions de documents qui ont été déclassifiés par la justice américaine, et pour l'instant, on n'a pas trouvé de contrepartie précise qu'Epstein aurait pu obtenir pour les intérêts russes. Donc, alors peut-être qu'il va falloir du temps, l'intelligence artificielle va nous aider, mais je crois que c'est pour ça qu'on est très prudent, parce qu'on se dit effectivement c'est presque trop beau, enfin pardon de dire ça, un homme comme Epstein pour des services secrets, mais dans ses mails il est extrêmement direct, il dit les choses. Alors de temps en temps, quand il s'agit d'affaires sexuelles, il emploie un petit peu des mots cachés pour éviter sans doute d'être
trop visible, mais on n'a rien de tangible. C'est en ça que c'est un peu étonnant. Revenons dans quelques instants évidemment aux ramifications tentaculaires de l'affaire Epstein, mais évidemment l'autre information, c'est ce qui se passe autour de l'Iran, c'est l'étau des Américains qui se resserre davantage, et même c'est bien plus que ça. On va suivre, y compris avec les moyens de marine trafic, le déplacement des porte-avions américains sur l'Atlantique, puisque c'est l'annonce faite par le président Trump il y a quelques instants à la télévision israélienne. Nous avons une armada là-bas et une autre pourrait partir. J'envisage d'envoyer un autre porte-avions. Regardez les images et vous êtes avec nous, Gaëtan Powys, un des spécialistes de Air Cosmos. Merci beaucoup d'être là. Il y a d'abord le Lincoln qui est présent sur place. C'est le premier groupe aéronaval, et le deuxième groupe aéronaval qui pourrait être envoyé, c'est soit le Bush, soit le Ford, qui est, sauf erreur, le plus grand du monde. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que le Ford, si on se rappelle bien, a été déployé en Méditerranée et puis au Venezuela. Il a été utilisé lors des frappes au Venezuela et donc est en fin, ou du moins approche sur la fin de son déploiement. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le George H.W. Bush, qui lui est en phase de qualification en vue d'un déploiement. C'est la dernière, ou en tout cas l'une des dernières phases avant qu'il soit déployé, et de fait, dans quelques semaines, si on prend en compte le temps de terminer la certification et le temps pour se rendre en Méditerranée, voire même en mer Rouge, eh bien là, du coup, oui, tout à fait, ce porte-avions-là sera disponible à plus ou moins court terme. Quelle est la quantité supplémentaire? Parce que, alors je sais pas combien il y a d'avions déjà sur le Lincoln. 80. Le Lincoln, on est à plus de 60. Pour les avions de combat, on est à plus de 60 avions de combat. Donc ça veut dire que si le Bush ou le Ford arrive, on double ça? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et vous doublez. Alors, il y a les avions de combat, il y a des avions de guerre électronique, il y a des avions radars, des avions qui peuvent se déployer en avant et détecter tout ce qui vole, mais aussi tout ce qui flotte, ainsi que coordonner les systèmes antimissiles. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas penser qu'il n'y a que des avions de combat qui vont pouvoir frapper au sol ou pouvoir faire un trou dans la surface, dans les forces aériennes iraniennes. Pas du tout. Il y a vraiment, c'est une force multiple. Et je ne parle même pas des différents destroyers et croiseurs qui font l'escorte au niveau défensif, mais qui emportent aussi des missiles qui pourront frapper à terre si besoin. Il y a affluence, je vous donne tout de suite la parole, mais cette information qui est arrivée là, les images satellites de la base, on les verra plus tard dans l'émission, d'Al Udeid au Qatar, montrent un nombre croissant d'avions de la base, à la base, y compris des avions de transport KC-135 et des avions de transport C-17, c'est-à-dire que un porte-avions arrive assez certainement, on verra si ça se confirme un peu plus tard dans les minutes qui viennent, et il y a cet afflux d'avions aussi sur les bases. Oui, bien sûr. Alors, le porte-avions, ce sera sans doute plutôt le Washington, qui est dans l'Indo-Pacifique. Mais dans tous les cas de figure, c'est pas tout de suite. Et il faut du temps pour déplacer des porte-avions. Je rappelle que les Américains en ont 11. Donc, si vous voulez, à la limite, on pourra en mettre. On peut durer longtemps, comme ça. Il peut dire, tiens, je vais en envoyer un troisième, un quatrième. Ça peut durer très longtemps. Il décide seul, là. C'est Trump seul. Ah oui. Oui, bien sûr. À ce niveau, oui, bien sûr. Sinon, quelle était votre question? Non, c'est sur les moyens supplémentaires. Oui. Non, bien sûr. Alors, bien sûr, on se concentre beaucoup sur le porte-avions. Il faut évidemment aussi parler de son escorte. Il faut parler dans son escorte. La particularité des destroyers, c'est qu'ils peuvent porter aussi des missiles anti-aériens, anti-balistiques. Et notamment les SM-3 qui sont les plus performants au monde. Et donc ça, ils apportent, ils contribuent peut-être surtout d'ailleurs à la défense du ciel. Et ensuite, vous avez les moyens évidemment de l'US Air Force, de l'armée de l'air, sur la Bab el-Oudeid, mais aussi, on en parle peu, mais en Jordanie. En Jordanie, vous avez notamment un escadron de F-15 sont des gros camions à bombes qui peuvent faire très, très mal. En gros, vous avez 3 secteurs. Vous avez le secteur autour d'Israël, Jordanie, etc. Alors, c'est surtout de la protection aérienne qui se concentre là. Le secteur dans le Golfe, arabo-persique, où là, c'est plutôt la protection des bases américaines, la protection des pays arabes qui est la priorité. Et puis, vous avez la flotte qui est dans la mer d'Oman, qui est relativement loin malgré tout des côtes, et qui, elle, constitue plutôt la force de frappe. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que avec toutes ces options, ça peut avoir un sens de centraliser dans la région le maximum de ressources. Il y a une interview récente de l'amiral Codell, qui est le commandant de l'US Navy, enfin l'équivalent du chef d'état-major de la marine, et qui dit à un moment, j'ai besoin d'avoir je dois pouvoir avoir le choix.
C'est-à-dire, quand il dit lui, c'est probablement Trump surtout, mais le choix, ça peut être protéger Israël effectivement contre les missiles balistiques iraniens, ça peut être protéger le commerce dans le Golfe arabo-persique, protéger les zones américaines dans la région ou les alliés historiques des États-Unis comme l'Arabie Saoudite. Et donc là, peut-être que dans la mentalité américaine, il y a l'idée que plus on a de forces déployées, plus il est facile d'utiliser éventuellement simultanément les différentes options possibles. Il y a aussi, enfin, je rejoins ce que dit Guillaume, il y a aussi la pression des alliés, et pas, on parle beaucoup d'Israël, mais pas que Israël, dans la région. Donc je pense qu'il y a aussi une volonté, on parle beaucoup du fait qu'il aime bien être dans le surenchère et être dans la communication, mais de les rassurer, toute cette flotte, et aussi pour rassurer à la fois les Israéliens qui sont très inquiets pour plein de raisons, et dont on a vu à la fois Zamir, donc le chef d'état-major, partir aux États-Unis, et maintenant Netanyahou demain, accompagné quand même par un conseiller militaire, mais aussi les Saoudiens, les Qataris, enfin les Émiratites, tout le monde est inquiet. Donc ça aussi permet de dire on a tout ce qu'il faut, à la fois peut-être pour frapper et pour protéger. Mais je crois qu'il a besoin de les rassurer sur deux fronts. Sur le front, bien sûr, de la défense antiaérienne, mais aussi sur le front de... On a un plan B, et c'est ça que demandent les Saoudiens, les Qataris et les Turcs. C'est bon, ok, vous voulez frapper l'Iran, mais quel est le plan B? Parce que nous, on ne veut pas un Iran qui soit en désintégration totale, en guerre civile à nos portes, parce que ça va mettre toute la région à feu. Et donc, il a vraiment besoin de rassurer ses alliés. Je pense que c'est aussi la pression des alliés qui ont besoin d'être rassurés, qui ont peur du jour d'après, qui fait qu'il joue ce jeu entre pression, mais pour le moment ne rien faire. Quelle opération se prépare? Écoutez Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre de Trump, qui évidemment fait référence à ce qui a été précédemment réussi contre Maduro. Le 3 janvier, le monde entier a vu ce dont notre armée est capable à chaque échelon, de l'espace au sous-marin. Lorsque nous avons emmené le chef du Venezuela, Nicolas Maduro, de la base la plus fortifiée, dans la maison la plus fortifiée, à l'intérieur de l'endroit le plus fortifié, à l'intérieur du plus grand fort de leur capitale, au milieu de la nuit, sans qu'ils sachent que nous étions là jusqu'à 3 minutes auparavant. Voilà. Quelle est la possibilité maintenant qu'ils augmentent sans arrêt les dispositifs tout autour? Il y a beaucoup de commandos, les commandos israéliens, commandos du Mossad, etc., qui sont sans doute déjà actifs en Iran, qu'ils tentent quelque chose, alors à grande échelle avec des bombardements, des vagues de bombardements, ce que disait Duterte tout à l'heure, ou en plus des actions commando contre le chef. Alors ça va être très compliqué contre le guide suprême. D'abord parce qu'il y a les retours d'expérience effectivement du Venezuela qui ont compté. Il y a le retour d'expérience aussi de Midnight Hammer. Donc en juin dernier. Venezuela, ils ont réussi. Ils ont réussi, oui. Le problème, c'est que le guide suprême, il est certainement dans des tunnels souterrains où il se balade en permanence. Il est peut-être dans les monts Alborz, dans une base secrète. Il est peut-être dans les tunnels périphériques de Natanz ou de Fordo, avec en plus une garde prétorienne, Vali et Amer, qui est donc la garde prétorienne des gardiens de la Révolution, dédiée spécialement au guide et à sa famille. Mais des traîtres. Ah, des traîtres, il y en a partout. Alors des traîtres magnifiques. Il peut y avoir des traîtres. Il y a surtout des traîtres qui bossent pour le compte des Israéliens, qui ont des intérêts qui s'opposent au régime. On se rappelle quand même que celui qui était chargé de l'unité pour chercher les taupes était lui-même une taupe. On se souvient quand même que les Israéliens ont réussi à frapper Ismaël Haniyeh, un des leaders du Hamas, chez les gardiens de la Révolution. Donc s'il y a des gens qui ont tourné leur veste, c'est probablement les Israéliens qui ont des agents sur place, ou en tout cas des gens sur place. Alors sur Maduro, on en sait un peu plus. C'est que un de ses principaux gardes du corps avait un deuxième téléphone portable avec lequel il appelait sa chiquita, sa maîtresse. Ouais, voilà. Effectivement, la CIA avait localisé sa maîtresse, et c'est en raison de la localisation de l'appel de ce garde du corps qu'on a su que la CIA a su exactement précisément. On verra si le guide Maduro. suprême, à mon avis, on verra Cherchez la femme, voilà. On verra. Suivre les maîtresses du guide suprême. On verra. Les maîtresses, il en a. Tout est possible, quoi qu'il en soit. Avançons un peu sur la question nucléaire, puisque ce soir, la déclaration de Trump, celle qui fait événement, c'est évidemment l'histoire du porte-avions. C'est aussi ce qu'il déclare en disant les Iraniens n'auront
ni le nucléaire, ni les missiles. On va revenir dans quelques instants aux missiles, puisque c'est la partie très importante ce soir, avec les déclarations des Israéliens sur le fait que 2000 missiles iraniens pourraient être mis à disposition du guide suprême. D'abord, ces images où on voit, regardez bien, on est là, sauf erreur, à Ispahan, à l'entrée de la base de la centrale nucléaire, du centre nucléaire, à Ispahan, où on voit qu'on a rebouché les entrées du tunnel. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus, mais les Iraniens se sont activés depuis juin. Oui, mais ce qui est le plus étonnant, c'est ça, c'est qu'ils ont rebouché, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont neutralisé le site, en réalité. Donc là, oui, ça veut dire qu'il n'est pas utilisé, quoi. Il n'est plus utilisable. Alors, c'est peut-être l'heure, c'est peut-être un maquillage, c'est tout ce que vous voulez. Mais en l'état, non, on ne rebouche pas. On n'ensevelit pas, on ne rebouche pas un site. Hein. Oui. Donc, je ne sais pas, c'est assez étonnant. Alors, encore une fois, c'est peut-être un camouflage. C'est assez bizarre, mais en même temps, c'est un peu comme quand vous voyez les policiers au loin et que vous ralentissez. Et donc, c'est une façon, peut-être, parce qu'ils savent très bien, les Iraniens, que les Américains ont des satellites et qu'ils regardent tout ça, c'est peut-être effectivement une façon de démontrer leur bonne volonté. Vous avez vu qu'il y a eu des appels du pied du ministre des Affaires étrangères qui a dit peut-être que on peut réfléchir à rendre moins nocif. Voilà, diluer, chercher le mot. Diluer nos 400 kilos d'uranium. Diluer de l'uranium enrichi. Alors, même les spécialistes sont pas certains de ça. Voilà, c'est compliqué parce que ça se dilue pas dans l'eau minérale comme la grenadine, mais ça fait peut-être partie d'une stratégie des Iraniens qui font semblant de lâcher des trucs. Trump s'est fait gloire de ce qu'il a réussi ou moyennement réussi en juin avec les bombardements par les B-2. Écoutez-le. Les bombes larguées par les bombardiers B-2 ont touché les conduits d'aération et ont pénétré profondément dans le sol, détruisant complètement tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient à 2 mois d'obtenir l'arme nucléaire. On ne peut pas laisser ça arriver, et l'Iran veut effectivement parler, et nous parlerons. Vous êtes avec nous, toujours Gaëtan Powys, l'arme suprême de Trump, celle dont il est si fier, les B-2. Je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent que le dispositif américain s'est notablement étoffé avec cette annonce d'un probable arrivée du second porte-avions, et puis à l'usage des B-2. Là, c'est l'avion qu'on voit ici. Est-ce que c'est probable que s'il y a une vague de bombardement, on ne parle plus maintenant d'un bombardement unique, mais d'une vague, l'usage des B-2 soit prioritaire ? Oui, en fait, l'avantage du B-2, c'est qu'il peut emporter cette fameuse bombe anti-bunker, qui est, alors en théorie, la plus puissante. On est sur plusieurs dizaines de mètres. Je crois que c'est officieusement, c'est plus de 60 mètres de pénétration, mais ce détail est classé secret. On ne connaît pas, et même officiellement, ce qui est estimé, pas du tout. C'est top secret. Et de fait, cet avion est le seul à pouvoir en emporter 2. Mais qui plus est, en plus de pouvoir emporter cette bombe qui est extrêmement puissante, c'est aussi un avion qui est furtif. Il peut se déplacer en dehors, ou plutôt à portée des systèmes antiaériens iraniens, sans que ceux-ci ne puissent le détecter. Les précédents raids l'ont confirmé. Là, désormais, la défense antiaérienne iranienne a été sévèrement affaiblie par les frappes américaine mais aussi israélienne, et désormais la possibilité de refaire de nouveaux raids pourrait voir ces avions à nouveau frapper des sites stratégiques comme des bunkers, mais aussi transporter des bombes un peu plus petites mais toujours conventionnelles et pouvoir arroser des postes de contrôle, de commandement pour pouvoir permettre d'ouvrir la voie pour une opération aérienne totalement efficace, vraiment une supériorité aérienne de la part des appareils de l'US Air Force et de l'US Navy. Je fais appel à vous, spécialistes, à vous, Michel Goya, à vous, Gaëtan Powys. On voit que vous êtes un passionné. Il y a tous vos avions là dans votre chambre qui vous entourent. À quel point là, l'image qu'on voit là est réaliste ou non ? C'est-à-dire, c'est de l'intelligence artificielle et on voit que c'est fait pour glorifier le B2 et cette bombe pénétrante, là, le GBU. Est-ce que en quoi ça correspond à la réalité ou non, ce qu'on voit là ? La réalité, c'est ce qu'on voit ici, c'est que la bombe n'explose pas à l'impact. Inversement, elle explose vraiment en profondeur pour maximiser les dégâts. En revanche, là, on voit des B2 qui volent en basse altitude. Ce ne sera jamais le cas. Le B2 vole très haut, de nuit effectivement pour maximiser, mais inversement, ce n'est pas du tout. On n'est pas sur un avion qui va faire une frappe au ras du sol à l'hollywoodienne, on va dire. Non, c'est pas du tout le cas. Mais en revanche, oui, c'est un avion qui va décoller depuis les États-Unis et qui va frapper par surprise, dans la totale surprise, les sites en Iran à portée, parce que c'est un avion furtif et capable d'emporter de très nombreux missiles et bombes de haute précision.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Ils volent beaucoup plus haut. Alors, il peut porter des munitions tout à fait classiques. Hein, c'est peut-être ce qu'on voit là. La GBU 57, en l'occurrence, elle pénètre le sol et elle provoque un tremblement de terre à l'intérieur, interne. C'est ça, en fait. Quand elle c'est un mini-séisme. Oui, un séisme. Donc, en fait, c'est pas du tout l'explosion. En général, quand vous voyez des flammes comme ça, c'est qu'il y a aussi du carburant. Bon, c'est pas du tout le cas. Donc, ça provoque quelque chose. Ça provoquait quelque chose de très différent. En réalité, une sorte de gros tremblement de terre avec beaucoup de poussière qui serait levée. Donc là, oui, il s'agit de faire de belles images, quoi. Est-ce qu'il y a une démonstration de puissance au-delà, c'est vis-à-vis des Chinois? Il paraît que les Chinois développent un avion qui ressemble un peu ou ont développé. Le B2 a été utilisé contre les Houthis d'abord, il faut quand même le rappeler. Et c'était déjà une démonstration de puissance. C'était quelques semaines avant de l'utiliser contre l'Iran. Donc c'était volontaire. Hein. C'était, regardez, on utilise les Houthis, alors contre un groupe de rebelles, on utilise des trucs, parce que tout ça coûte très cher aussi au passage. Mais c'était une démonstration de force. Rappelez-vous là, pardon, la maxime de nos grands-mères, l'appétit vient en mangeant. On nous a appris ça. En réalité, est-ce que Trump a une espèce de vertige, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge, mais est-ce que Trump est entraîné? Il se dit, il a réussi au Venezuela, il veut casser maintenant Cuba aussi, et il est très fier de ça. Non, mais il a réussi 3 choses en réalité. Il a 3 victoires à son actif. Un contre les Houthis, j'en parlais, c'est-à-dire qu'il a obtenu que les Houthis arrêtent d'attaquer le commerce international. Hein. Mais c'était après 14 mois de campagne aérienne, hein, il faut quand même le rappeler. Hein. Donc il faut parfois du temps et c'est une campagne qui avait été commencée par Joe Biden. Il a obtenu une victoire en juin. Victoire limitée, hein, mais victoire réelle en juin, en fracassant une partie du programme nucléaire et en arrêtant la guerre, en stoppant la guerre. Il a obtenu une 3e victoire, on n'en parle pas, mais petite victoire limitée, si vous voulez, contre ISWAP, donc au Nigeria, et surtout une victoire, là aussi limitée, mais victoire quand même, au Venezuela. Et donc oui, il y a certainement une forme d'hubris. Et depuis cette époque, en réalité, il a tenté plein de choses et c'est partout échoué, quoi. Il a menacé, début janvier en Iran, okay, allez-y, révoltez-vous, on arrive, et on a les moyens de frapper, finalement rien. Dans la foulée, il passe au Groenland, il menace, machin, rien. Là, il revient en Iran et en Ukraine, rien. En Ukraine, bien sûr. Sur la démonstration de puissance, hein, Guillaume Roquette, là, évidemment, pour le président des États-Unis d'Amérique, se dire qu'il reste, on a tellement souvent prédit le déclin de l'empire américain, cette image-là, elle est faite pour incarner qu'il est bien là et qu'il est le patron du monde. Oui, parce que le paradoxe Trump, c'est que il ne veut pas la guerre. D'ailleurs, il a été élu par des Américains qui étaient très largement isolationnistes et qui se réjouissaient de voir les boys rentrer à la maison. Mais il veut être quand même le maître du monde. Et donc, il aimerait bien pouvoir faire les deux. Alors, quand il y arrive pacifiquement, là, c'est le bonheur. Vous savez que le 19 février, il va réunir à Washington les pays qui ont adhéré à son Board of Peace, cette espèce d'ONU bis qui réunit quand même des pays importants, l'Indonésie, le Pakistan, l'Égypte, le Maroc, l'Arabie Saoudite. Mais il y a aussi l'idée que dans la région, pour son allié Israël, il faut qu'il fasse redescendre la pression. S'il y arrive, si les Iraniens, même de façon un peu artificielle, donnent le sentiment de faire des concessions, je pense que ça lui suffira. Et ça permettra aux alliés de montrer que les Américains sont toujours là, point 1. Et puis 2, ça peut aussi leur enlever l'idée ou l'envie d'avoir à leur tour une bombe atomique. Parce qu'on sait que des pays comme l'Arabie Saoudite ou la Turquie, ou même parfois, dit-on, l'Égypte, ont des velléités d'avoir leur propre bombe nucléaire. Allez, un petit peu la seconde de vengeance française. Il paraît que la France n'a pas CB2, il paraît que c'est très sensible à l'eau. Un peu d'eau peut vraiment tout, en fait. C'est très sensible à tout. C'est la peinture qui est surtout sensible. Exactement, c'est un revêtement particulier, une peau particulière, et il ne faut pas qu'elle soit humide. Température. Si elle est trop humide, il y a des moisissures, etc. C'est moins furtif. Donc il faut qu'il fasse beau, si possible. Ça complique la guerre. Il faut le maintenir dans un environnement sécurisé. Les hangars qu'on a vus avec Diogo Garcia dans ce même plateau, qui le permettent de garder dans un environnement qui est propice à le garder. Quand même, c'est un jouet très très cher. Il faut le garder plutôt protégé. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est l'information majeure de la soirée. Ce sont les déclarations du président Trump sur la chaîne israélienne, la 12e chaîne israélienne, où il annonce qu'il envisage l'envoi d'un 2e groupe aéronaval pour
enserrer l'Iran dans son étau. On va dans quelques instants voir au cœur de l'Atlantique quel peut être ce porte-avions. Une deuxième armada. Nous avons une armada là-bas, une autre qui pourrait partir, dit-il. Vous êtes avec nous, général Paloméros, sur l'ampleur de cette nouvelle, sur le fait qu'on a un petit bout. Bonsoir, général. Un petit bout de souveraineté de plus militaire américaine qui se déplace et qui va être là au cœur du Proche-Orient. De là, ils peuvent tirer ce qu'ils veulent quand ils veulent. Hein. Oui, alors en fait, il a deux options, le président Trump. Soit il utilise le Gerald Ford, le porte-avions Ford, qui est, disons, dans les zones méditerranéennes, disons européennes. Ça lui prendrait 4 à 5 jours. Soit il a le Bush, mais qui est en train de terminer sa certification. Il est à Norfolk, au large de Norfolk, et ça lui prendrait une dizaine de jours. Donc il peut jouer le temps avec le Ford qui sera plein de potentiel, ou alors, le Ford est à disposition, et le Bush, lui, ça prendra un peu plus de temps, mais il sera plein de potentiel. Regardons les marine traffic, c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de flottement sur le positif. On se dit que ça passe pas inaperçu un porte-avions, mais étonnamment, moi je suis vraiment un naïf complet, hein. Mais on voit que sur marine traffic, je ne sais pas si on peut agrandir, parce qu'à un moment donné, il coupe le transpondeur. Et on voit par exemple, je crois que là il l'arrête le 26 janvier, donc il était là le 26 janvier, mais enfin ça commence à dater, et en tout cas, monsieur et madame tout le monde ne sait pas où il est. J'imagine que les services de tous les pays savent où il est, mais voilà, 26 janvier, il était là. Quelle conclusion vous en tirez, général Paloméros ? Il faut qu'il soit les plus manœuvrants possible. Bon, évidemment, il y a des tas de moyens de renseignement qui permettent de le localiser. Enfin, le pire, ça serait qu'il se localise lui-même. Donc, c'est tout à fait logique. Maintenant, comme le dit le président Trump, il a une armada avec lui. Et évidemment, tout autre porte-avions qui arriverait aurait son groupe aéronaval. Donc ça commencerait à faire beaucoup de monde. Cela dit, il n'y a pas de 50 solutions. C'est la stratégie du marteau. Hein. C'est montrer qu'on est puissant et qu'on est prêt à intervenir. C'est la meilleure solution pour faire avancer les négociations. Parce que les Iraniens, pour l'instant, ne plient pas. Peut-être qu'avec cette puissance-là et avec tous les avions et tous les moyens qui ont été disposés tout autour du Golfe, ça commence à faire quand même quelque chose de très sérieux. La 6e flotte, dites-nous un mot parce que tout ça, c'est pas un porte-avions plus un. La 6e flotte des États-Unis, là c'est toute la Méditerranée qui est concernée. Hein. C'était déjà une flotte si importante pendant la guerre froide, 40 navires, 175 avions, 21 000 personnes. La Méditerranée est le point d'accès par l'ouest au Proche-Orient. Oui, bien sûr. Non, mais on se souvient d'ailleurs que le Gerald Ford avait été positionné aussi dès le début de la guerre en 2023, de la guerre entre Israël et le Hamas, face au Liban. Donc vous avez la 6e flotte qui est en Méditerranée, vous avez la 5e flotte, en réalité c'est la 5e flotte qui est déployée dans l'océan Indien et qui est la première concernée. Mais vous avez la 2e flotte aussi de l'Atlantique, etc. Donc c'est bien sûr c'est une armada qui est phénoménale. Là on voit tout le déploiement sur place, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, vous avez aussi énormément de bases à terre. Les seules choses qui manquent, en réalité, ce sont des forces terrestres, et vous n'avez même pas au Venezuela, vous aviez un groupe amphibie, c'est-à-dire un groupe qui permettait porte-hélicoptère d'assaut avec un bataillon de marines à bord et des forces spéciales, et qui a permis de monter des centres d'assaut. Là, vous n'avez même pas ça, c'est-à-dire que les commandos, ils sont déployés certainement au Kurdistan, peut-être en Azerbaïdjan, mais c'est uniquement un instrument de frappe. Quand on dit que les Américains sont puissants, pas tellement en fait, pas tant que ça quoi. C'est-à-dire à partir du moment où vous ne pouvez faire que des frappes, vous vous limitez considérablement dans vos capacités d'action. Regardez les nouvelles images qui sont arrivées sur le fait que les bases américaines dont vous parlez à l'instant sont rechargées en missiles. Voilà, ce sont ces images-là, et on va les éclairer avec les rotations d'avions qu'on va comprendre dans quelques instants. C'est en particulier les images satellites de la base aérienne d'Al Udeid au Qatar, qui montrent un nombre accru d'avions à la base, y compris des avions de transport supplémentaires KC-135 et des avions de transport C-17. Général Paloméros, est-ce que vous êtes allé, vous, sur la base d'Al Udeid au Qatar ? Oui, je la connais bien, mais elle a été largement renforcée depuis l'époque où j'y étais. Et il y a surtout, il ne faut pas l'oublier, des moyens de défense aérienne très, très puissants. C'est pratiquement les meilleurs moyens possibles qui ont été déployés là, ce qui est logique, puisque c'est une sorte de centre de gravité. C'est assez proche de l'Iran. Et on a vu la dernière fois, d'ailleurs, elle avait été attaquée, cette base, mais
il y avait eu un avertissement qui avait été donné, donc c'était plutôt une frappe symbolique qu'autre chose. Maintenant, peut-être que l'Iran pourrait vouloir s'en prendre de manière beaucoup plus forte. Mais à ce moment-là, si elle commence à frapper ces pays qui sont les hôtes des forces américaines, voire des forces françaises, puisque nous sommes aussi présents dans cette région du monde, à ce moment-là, ils se les mettraient à dos. Et c'est toute la région qui serait contre eux. Donc les Iraniens ne peuvent pas faire n'importe quoi malgré tout. Aidez-nous à lire, s'il vous plaît, les images, là, les images satellites. Vincent Crouzet, général, colonel aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on voit exactement sur ces images ? Elles nous sont vendues comme l'illustration de ce que une activité beaucoup plus importante sur cette base d'Al-Udeid, qu'on ramène de nouveaux avions. On parlait des KC-135, donc qui sont des stratotankers, donc en fait qui sont des avions ravitailleurs, donc qui serviraient sur des missions longues justement. C'est ce qu'on voit là. Qu'est-ce qu'on voit là exactement ? Ça, pour tout dire, dépôts, il faut. Ça. J'ai vieilli, il faut que j'enlève mes lunettes. Les avions sont dispersés, quoi. Oui, c'est des dépôts, des abris peut-être. Mais ce que disait le général Palomero, c'était très intéressant, notamment sur notre présence à Abu Dhabi avec la base aérienne 104 permanente, avec nos Rafales. Est-ce que nous serions amenés à participer ou pas à la campagne contre l'Iran ? On a un accord de défense avec eux. Oui. Voilà. Non, mais on a un accord de défense, mon général, mais donc si les Émirats étaient attaqués, donc nous serions à même de pouvoir riposter avec nos Rafales qui sont prédisposés, enfin qui sont positionnés sur la base aérienne 104 d'Al-Dafra. Les avions français sont forcément prêts, ils sont opérationnels. C'est pas un hasard qu'on les ait positionnés à cet endroit-là. C'est un endroit stratégique. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec les forces émiriennes, mais aussi avec les Américains. Donc c'est une base intéressante pour la projection de force. Donc nous sommes aussi concernés par une éventuelle riposte iranienne sur les pays du Golfe. Oui. Les rotations qui amènent les munitions, qui amènent les avions. Regardez, on parle du C-5 Galaxy et du C-17. Et depuis maintenant plusieurs jours, qu'est-ce qui est amené ici en termes de munitions en particulier ? Ça peut être de tout, mais c'est munitions aériennes, c'est surtout sans doute des munitions anti-aériennes, des munitions de défense aérienne. Ils ont beaucoup renforcé, j'insiste là-dessus, ils ont beaucoup renforcé la défense du ciel. Ils ont déployé des batteries THAAD, donc des batteries extra-atmosphériques, des batteries SM-3. Donc ils ont beaucoup renforcé le bouclier anti-missile. C'est forcé, mais après, vous avez besoin de plein de choses. Les avions de transport. Les avions de transport qu'on voit là, ce sont les avions qui manquent, c'est du transport stratégique C-17 qui permet d'acheminer des forces lourdes à très grande distance, et ça manque aux Européens. Ça. Juste pour avoir une idée, par exemple pour une Patriot, une batterie, toute la batterie Patriot plus les missiles et tout, il faut une soixantaine, je crois, d'aller-retour de vol ou quelque chose comme ça. En tout cas, il a fallu pour la guerre de 12 jours de tout ramener d'un peu partout. Donc avec autant et on a vu beaucoup de vols, on peut imaginer qu'ils ramènent un certain nombre de batteries THAAD ou Patriot dans les deux sens. De munitions aussi. S'il y a une campagne aérienne de longue durée qui se met en place, il aura besoin énormément de munitions. Oui, moi j'avais une question un peu bébête à poser, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des soldats, des troupes terrestres planqués dans ces gros avions, c'est-à-dire est-ce que les Américains pourraient faire venir sur leur porte-avions, pas sur leur porte-avions qui peut pas s'approcher assez près, mais sur les avions, sur des bateaux plus petits ou avec des hélicoptères, des troupes terrestres pour une opération de commando sans qu'on s'en rende compte? Les opérations de commando, oui. Ils sont déjà. Ils sont Azerbaïdjan, Kurdistan, Ah oui, ils sont déjà au sol. Oui, ça c'est certain. Oui, non, mais pas des grandes brigades pour faire une invasion. Ils vont avoir besoin de forces spéciales pour venir en secours de tout avion ou hélicoptère abattu. Mais il y a quand même une forme de course contre la montre, parce que si on croit les Israéliens et si on croit aussi les Iraniens qui en plus exagèrent les choses, c'est qu'ils sont en train de reconstituer leur stock de missiles très rapidement. Ils l'ont bien reconstitué depuis le 12 juin. Certains qui critiquent l'opération du mois de juin disent qu'ils se sont arrêtés trop tôt. Ils auraient dû détruire beaucoup plus la capacité d'Iran de créer, de fabriquer des missiles balistiques.
l'Iran est en pleine fabrication et donc c'est vrai que si on attendait trop longtemps et que le stock de missiles iraniens devait s'agrandir, eh bien la protection, mais il faudrait peut-être à ce moment-là, en effet, un 3e porte-avions dans le Golfe pour la défense aérienne. Alors bon, c'est un peu de l'humour parce qu'on en parlait tout à l'heure de combien de porte-avions est-ce qu'il va envoyer, mais le problème c'est qu'on a une course contre la montre et en même temps les alliés du Golfe qui disent oui, mais alors tu vas frapper et le jour d'après on fait quoi? Donc, parlons-en, et je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant le cumul des informations sur la montée en puissance dans la région. D'abord, ce sont les annonces du président Trump sur le fait qu'il veut envoyer un 2e groupe aéronaval pour enserrer l'Iran dans son étau. Ensuite, c'est le fait qu'il refuse que l'Iran ait la moindre arme nucléaire, mais aussi le moindre missile. C'est la première fois qu'il le dit de manière aussi catégorique. Les missiles balistiques qui sont l'assurance vie du régime de Téhéran, selon le président Trump, il devrait tous les supprimer. Ça va évidemment très à l'encontre de ce que vous dites, Samantha. C'est la 3e révélation de la soirée. C'est CNN qui le donne en citant des sources israéliennes. On peut peut-être afficher la déclaration. L'Iran pourrait posséder entre 1800 et 2000 missiles balistiques d'ici quelques semaines ou quelques mois. Source israélienne à CNN. Quelle est la part de bluff potentiel et la part de réalité? Non mais là, franchement, pour une fois, c'est une déclaration de bon sens concernant la suppression des missiles ou leur destruction, parce que limiter leur portée n'avait absolument aucun sens. On ne pouvait pas l'imposer aux Iraniens. Donc la seule chose qu'on peut imposer effectivement, c'est la suppression donc des missiles à longue portée. Sinon, ça n'avait absolument aucun sens. Des missiles qui avaient 800 km de portée, ça signifiait justement cibler les voisins, exclusivement les voisins, donc les Saoudiens, Qataris, Émiratis, etc. Comment expliquer, pardon, que vraiment ils puissent reconstituer 1800, je ne sais pas si on peut revoir la déclaration, les Israéliens prétendent qu'ils peuvent reconstituer 1800 et 2000 missiles balistiques d'ici quelques semaines. Pas forcément de l'intoxication, c'est pas... mais même des Chinois peut-être. Enfin, je sais pas si c'est que de la fabrication. De toute façon, les Israéliens disaient qu'ils avaient déjà 2000 qui restaient ou qu'ils avaient dans leur possession malgré toutes les frappes du mois de juin. Et d'ailleurs, c'était un peu l'excuse pour dire, vous voyez, on aurait dû aller jusqu'au bout. C'est les Américains qui nous ont arrêtés et ils possèdent encore un arsenal important. Oui, enfin, les Israéliens ont détruit à peu près la moitié des porteurs, parce que ces missiles, ils ne se lancent pas tout seuls, il faut des lanceurs. La moitié ont été détruits, il en reste à peu près 200 a priori. Sur le stock des missiles, est-ce que ce sont que des missiles balistiques ou est-ce qu'on inclut aussi des missiles de croisière? Est-ce que ce sont des missiles sol-sol ou est-ce qu'on inclut aussi là-dedans toute la force de frappe anti-navire, qui est quand même aussi très importante, là aussi avec des missiles de croisière? En réalité, on ne sait pas très bien. La seule menace pour les Israéliens, ce sont les missiles balistiques à longue portée. Voilà, c'est donc une fraction en fait de tout ça. La menace pour les pays arabes voisins et pour les forces américaines, c'est tout le reste. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Faites-nous s'il vous plaît, général Paloméros, vous êtes le seul sur ce plateau à avoir piloté au plus haut, dans les plus hautes responsabilités. Si demain il y a un plan de vol pour détruire les missiles, et cette fois on parle plus des B2 comme tout à l'heure, on parle des bases de missiles, de ces prétendument 1800 ou 2000 missiles qui pourraient être prêts d'ici 3 semaines, quel est le plan de vol, et notamment en partant des porte-avions dont on parle depuis maintenant 1 heure? Ils choisiront des attaques multi-axes, si vous voulez, pour dérouter la défense aérienne iranienne. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, mais elle a été quand même sérieusement affaiblie et les moyens de défense aérienne mènent beaucoup de temps à être construits. Les missiles balistiques, ils peuvent les construire à la chaîne. Alors, on a vu leur aptitude à faire, par exemple, des drones également de même nature. Mais moi, je crois que vous parlez de plan de vol. Il y a une question au milieu de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est quelle va être l'attitude d'Israël? Est-ce que Israël, dans ce cas-là, va lancer ses forces comme elle l'a fait durant la guerre des 12 jours? Est-ce qu'il a beaucoup aidé les Américains? Ça semble être le cas, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de déclaration, à part évidemment le fait qu'Israël serait content et serait satisfait de voir la puissance iranienne sérieusement affectée. Mais il n'y a pas eu quand même de déclaration pour dire bien sûr nous serons auprès de nos alliés américains et nous frapperions. Est-ce que l'Iran peut céder? Lisons les autres déclarations du président Trump ce soir où il dit que l'Iran surestime ses chances et qu'elle doit tout céder. Alors c'est le deal évidemment, il met la pression au maximum, mais quand il dit que, je ne sais pas si on peut, soit nous concluons un accord, soit nous devrons prendre des mesures très difficiles comme la dernière fois c'est juin, et ça veut dire que cette fois-ci il veut beaucoup plus, il veut le renoncement à tout le nucléaire et à tous les missiles. Est-ce que c'est acceptable, Guillaume, pour les Iraniens? En tout cas, pour l'instant, ils affirment que non.
C'est-à-dire que les Iraniens ont rappelé, à la fois par la voix du guide, mais surtout par la voix du ministre des Affaires étrangères, que ces deux éléments étaient constitutifs de leur souveraineté et qu'ils ne voulaient renoncer ni à l'un ni à l'autre. Donc il y a juste eu une toute petite ouverture sur le thème. On pourrait reculer un tout petit peu de notre avance vers la constitution d'une arme nucléaire en remettant un peu en cause notre stock d'uranium enrichi, ces fameux 400 kilos qui pourraient être dilués. Mais sinon, ils disent non à tout. Donc il y a eu effectivement quelques heures de négociations en fin de semaine dernière avec les Américains, mais juste après, les Iraniens ont dit on ne lâche rien. Comment vous expliquez ça quand on a ce régime qui est là? Alors il a de beaux restes, hélas, pour l'opposition. Il a surtout beaucoup d'agressivité. Il est prêt à tuer à tout prix, mais il a maintenant peut-être 2 porte-avions qui l'enserrent. Et alors les bases, et il ne cède pas. Et alors? Non, je veux dire, ils ont du côté du régime iranien. On dit, écoutez, on a subi une campagne de frappe israélienne qui était extrêmement violente, avec des attaques aussi au sol, enfin des attaques, des assassinats, etc. On a résisté. C'est présenté pour eux comme une victoire. On a maté dans le sang une révolution. On n'a pas hésité à tuer 30 000 personnes. Voilà. Et alors, vous pouvez nous frapper, allez-y. Allez-y, nous on est capable de résister. Vous pouvez taper autant que vous voulez, toutes les infrastructures que vous voulez. Et alors, si les Iraniens cèdent sur rien, qu'est-ce qui se passe ? Et pour aller plus loin, ils peuvent aussi se dire, quand il y a eu les frappes au mois de juin, il y a eu un court ralliement autour du drapeau, eh bien peut-être qu'on pourra dire à notre peuple, regardez, nous sommes attaqués de l'extérieur. Alors, beaucoup de personnes disent, ce ne sera pas comme ça cette fois-ci. D'ailleurs, la fébrilité du régime iranien est telle que ces derniers jours, des opposants qui étaient en liberté, qui étaient, on va dire, un peu plus soft que les durs, ont été arrêtés et mis en prison parce qu'ils sont en train de vraiment d'essayer de tout verrouiller. Mais je suis d'accord avec Michel. Et alors, on nous frappe. Alors, il y a 2 solutions je pense pour les Iraniens. Ils savent que Trump veut quelque chose. Voilà, à peu près n'importe quoi, mais il veut qu'il sorte en vainqueur en disant ça y est, j'ai obtenu une victoire. Donc ils peuvent céder un petit truc. Alors c'est les fameuses dilutions. Ils peuvent, je sais pas, dire tiens, ok, allez, les 400 kilos d'uranium enrichi, on les confie aux Russes. On peut geler le programme balistique. Les Russes sont très forts pour ça. Je rappelle, en 2013, ou même avant en Bosnie, ils étaient intervenus en disant écoutez, voilà, l'armement chimique des Syriens, on va le contrôler nous-mêmes, etc. Donc on peut avoir, ça c'est la première option pour les Iraniens. Ils offrent quelque chose à Trump, suffisant pour qu'il se clappe victoire et puis qu'il arrête là. Et soit ils cèdent sur rien et ils disent ok, on résiste, on fait le gros dos et on attend. Non mais Michel a raison. Darius, vous le savez très bien, les Iraniens sont de formidables joueurs d'échecs. Ils ont inventé le jeu d'échecs, je crois. Et ce que Michel expliquait, finalement, c'est le sacrifice sur un échiquier. Ouais. On accepte un sacrifice, soit pour gagner du temps, soit finalement pour tendre un piège à l'adversaire. Et certainement, ce qu'ils vont céder sur le nucléaire, de manière assez facile pour permettre effectivement à Trump de sauver la face, Trump va obtenir quelque chose de la part des Iraniens, mais ce sera simplement un sacrifice de pièces pour protéger les autres pièces de l'échiquier. Alors prenons toutes les hypothèses, parce que les Iraniens sont peut-être malins, mais ils ont quand même perdu leur proxy du Hezbollah, dont beaucoup ont été tués ou mutilés. Ils ont perdu tout. Leur allié, ils ont quand même perdu beaucoup de choses. Ils n'ont pas été si malins que ça ces derniers temps. Les Israéliens et les Américains ont réussi à leur porter des coups. Général Paloméros. L'autre hypothèse, si Trump, alors première hypothèse, il cède, il accepte une petite concession. L'autre hypothèse, s'il veut mener une campagne longue de frappe, est-ce qu'il en a les moyens ? Oui, mais on a appris à connaître Donald Trump. C'est pas au sens propre du terme un va-t-en-guerre. Donc on le voit bien d'ailleurs. Le temps passe. Certes, il peut gesticuler. Et il a les moyens pour le faire, mais c'est pas un va-t-en-guerre. Donc il veut pas. Fondamentalement, ma compréhension des choses, c'est qu'il ne veut pas s'engager dans une guerre de longue durée. Ça, c'est clair. Et donc les Iraniens, ils sont intelligents, bien sûr, et ils le comprennent ça. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas affaire à un président qui, mordicus, conduira comme il y en a eu par le passé, pendant la guerre d'Irak et autres.
Donc, on va voir vraiment Trump à l'œuvre, et c'est la première fois qu'il est confronté à un tel débat depuis qu'il est président, y compris dans son premier mandat. On montre l'image. Très bien. Regardez, voyons l'image de Trump sur le porte-avions. On va même écouter la séquence parce que on voit à quel point, depuis le Trump qui disait « moi je n'interviens pas », il y a une espèce de gradation depuis quelques mois où on comprend qu'il a peut-être une autre tentation. The President of the United States, Donald J. Trump. Voilà, c'était dans la mer du Japon en octobre. Moi, je suis nul en musique. Qu'est-ce que c'était exactement ? C'était une chanson que les républicains utilisent. Je crois que c'était créé pour la campagne de Ronald Reagan. C'est un chanteur qui, dans le nom m'échappe, Green quelque chose, mais qui est utilisé beaucoup, très patriotique, un peu country pop, donc qui est très populaire. La référence à Reagan. Il a fait mettre le buste de Reagan dans son bureau à la Maison Blanche. Est-ce qu'il est possible ? Il faut avoir toutes les hypothèses en tête, qu'on se soit fourvoyé, qu'en réalité il ait des buts de changement du monde plus grands qu'on ne pensait, c'est-à-dire qu'ils ne se satisfassent pas simplement du régime de Téhéran qui céderait un petit peu. Alors à propos de Reagan, quand même, sous la photo qui est dans la galerie, il avait mis le président Reagan qui était un fan du jeune Trump. Ça a dû beaucoup faire hurler les républicains néoconservateurs et fans de Reagan. C'est quand même un affront à Ronald Reagan, cette légende sous la photo donc du président Reagan dans la galerie de la Maison Blanche. Mais sur la question de vouloir changer le monde, si on écoute par exemple son vice-président J.D. Vance, lui il a l'impression, on a vraiment l'impression qu'il veut changer le monde. Il veut que ce mouvement très anti-woke, très à droite, prenne le dessus partout. Il veut pour en Europe. Il y a ensuite, alors est-ce que Trump a envie de changer le monde ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, pour que ce soit un monde de business first, de fric, où finalement les normes environnementales, les normes des droits de l'homme... Cuba, il est en train d'étrangler Cuba. Cuba, qui est une des plus grandes dictatures depuis les années 60, il est en train de l'étrangler par le pétrole. Oui, mais pas dire que ce soit rien. Alors, changer le monde, oui, mais J.D. Vance est le bon exemple de ceux qui sont pas du tout, plus généralement, pour l'intervention à l'extérieur. Ils sont pour payer des think tanks extrémistes, d'extrême droite en Europe, mais se salir les mains et envoyer les boys, ça les gêne beaucoup plus. Encore une fois, vous dites il fait rien, il fait pas rien. Non, je dis pas qu'il... On verra plus tard comment les Russes... Je dis pas qu'il fait pas rien. Les Russes sont furieux de voir qu'il est en train d'étrangler par le pétrole Cuba. Qu'est-ce que nous on fait pour Cuba ? Mais même les touristes se plaignent. Mais c'est pas envoyer les boys, c'est ça que je veux dire. Ils utilisent d'autres moyens. C'est pas la Troisième Guerre mondiale, ça on a compris, mais on peut pas dire qu'il fasse rien, en l'occurrence, Guillaume Roquette. Oui, on peut pas dire qu'il fait rien. Il fait pas la guerre. Mais d'accord. Le général Paloméros le rappelait. Mais sinon, comme Reagan d'ailleurs. Reagan avait développé sa guerre, son système de guerre des étoiles, mais ça se passait là-haut, donc il n'y avait pas de mort, c'était l'avantage. Et encore, il le fait en grande partie. Exactement. Mais Reagan avait un projet mondial qui était la victoire du camp de la liberté sur le camp du mal. Trump, c'est plutôt effectivement la victoire du camp des amis et des affidés des Américains par rapport aux Chinois. Et donc, dans les deux cas, il y a un projet global. Oui, et donc, quand je vous parlais tout à l'heure de cette espèce de board of peace, là, ça paraît un peu ridicule, cette ONU bis, sauf que l'influence américaine, elle est réelle. Qui est susceptible de négocier avec la Russie la fin de la guerre en Ukraine ? Malheureusement, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas l'Europe, c'est Trump. Alors certes, pour l'instant, je suis d'accord que les résultats sont pas brillants, mais le seul acteur global qui parle à la fois à Israël, à Poutine, qui menace l'Iran, c'est Trump. Donc il est vraiment dans une logique mondiale qui est bien résumée dans le document sur la. Oui, mais c'est le seul capable de faire ça contre l'Iran. Enfin, je suis désolé. Non seulement les Européens ne font pas grand-chose, mais personne aujourd'hui, même si on peut se poser la question de pourquoi ils déploient autant, c'est le seul capable de le faire. C'est le seul qui a cette armada qui dépense autant pour l'utiliser ou pour pas
l'utiliser, il a quand même ça à sa disposition. Un mot encore, général Paloméros, là. L'hypothèse, allez, qu'on ait encore une fois toutes les hypothèses minimalistes, les Iraniens cèdent quelque chose, par exemple la dilution de l'uranium, et puis il enlève le dispositif. L'hypothèse maximaliste, qu'est-ce qu'elle est d'après vous ce soir ? Maximaliste, ce serait d'attaquer systématiquement tous les centres de pouvoir, peu ou prou, des gardiens de la révolution. C'est ça la clé. C'est même pas l'ayatollah, c'est les gardiens de la révolution. Mais le problème, c'est qu'ils sont au cœur de la population et le risque de dommages collatéraux est énorme. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de cibles qui valent vraiment la peine d'être attaquées. Ça, il ne va pas s'en priver. S'il peut attaquer les sites de missiles, il faut voir où ils sont et à combien ils sont enterrés, parce que les Iraniens ont appris à faire ça également. On l'a vu avec le nucléaire. Donc les options sont pas énormes. Il peut faire du mal. Il ne faudrait pas qu'il en fasse à la population, parce que ça serait vraiment très contre-productif. Donc, et en plus, il faut qu'il le fasse dans le temps. Il ne faut pas s'arrêter au bout de 12 jours comme la dernière fois, il faut aller beaucoup plus loin. Et à force de répéter qu'en 12 jours, il avait changé le monde, c'est faux. Et est-ce qu'il a vraiment pris conscience du fait qu'il va falloir qu'il s'engage sur le long terme ? C'est ça la question, avec les Israéliens. C'est ça. Mon général, merci beaucoup. Trump affronte les situations extérieures et la situation intérieure. C'est évidemment l'immense scandale Epstein, avec les ramifications mondiales, avec les ramifications jusqu'en France. Et on l'apprend ce soir même, un diplomate français est mis en cause. On verra si on a davantage d'informations. En tout cas, le Quai d'Orsay ouvre une enquête. Écoutez ces élus de la Chambre des représentants, ce qu'ils disent sur l'atrocité de ce qu'est le réseau d'Epstein, de ce qu'il a commis, est tout à fait éloquente. Et on parlera évidemment de toute de construction, d'argent et de relations que ça suppose aussi. C'est une chose incroyablement sérieuse. On vient tout juste de lire ces dossiers. Dedans, on parle de jeunes filles de 15 ans, de 14 ans, de 10 ans. J'ai vu mention d'une enfant de 9 ans. C'est purement scandaleux. Et nous serons en direct à Washington dans un instant. On va parler de l'aspect argent, de l'aspect montage, des services secrets peut-être russes ou israéliens qui tremperaient là-dedans. Mais un mot d'abord de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire l'ampleur du crime. Du crime pédocriminel qu'il représente. Ce qui est absolument terrible, c'est que une de ses victimes, Virginia Giuffre, qui s'est suicidée au mois d'avril, au mois de mai cette année, qui était une de celles qui avait été trafiquée avec l'ancien prince Andrew, décrit des situations dans lesquelles on lui aurait expliqué que si tu te plains et si tu ouvres ta gueule, eh bien regarde le jardin. Il y a beaucoup de gens qui sont enterrés dans ce jardin. Donc, il y a aussi même des soupçons que les filles qui n'étaient pas obéissantes, eh bien, elles ne sortaient pas. Elles ne sortaient pas de ce réseau, elles n'en sortaient jamais, elles disparaissaient. Et donc, il n'y a pas encore de preuves. C'est dans un livre d'une victime qui n'est plus là aujourd'hui pour répondre à des questions. Pour le moment, tout ce qu'elle a insinué, qui a été enquêté, semble avoir été vrai. Et sur ces histoires de jeunes filles de 9 ans, eh bien, il y a une différence quand même entre une jeune fille de 14 ou 15 ans qui peut être déjà avoir sa puberté et des enfants de 9 ans. Là, on descend dans un autre niveau d'atrocité et qui me laisse sans mots, à vrai dire. Dans tous les cas, ce sont des crimes évidemment d'une extrême gravité. Non, ce qui est intéressant, c'est la nature. Et il y a une manipulation même de jeunes femmes. Il demande aux jeunes femmes qu'il a recrutées de recruter leurs copines. En fait, je lisais un article dans The Guardian. C'est un tel réseau où il instrumentalise ceux qui sont déjà victimes pour aller faire d'autres victimes. Et donc ça permet, sur une durée qui est très longue, on parle à presque 30-40 ans, d'exploiter énormément de monde. Bon, il y a une chose que je comprends pas, c'est au vu de l'ampleur des crimes et de l'abomination des crimes d'Epstein, on parle donc de 3 millions de documents, ce qui est une somme considérable de documents, qui n'est pas une force spéciale du DOJ, du FBI, qui soit mise en place avec 1 millier d'analystes et qui travaillent H24 sur ces documents. Là, on a parlé de ces deux congressmen qui ont eu de 2-3 heures pour voir des documents qui en plus sont en partie caviardés ou masqués. Je ne comprends pas que les Américains ne mettent pas les moyens, le paquet. Mais c'est simple, c'est Trump. C'est son DOJ qui ne fait pas ça. Ils auraient peut-être probablement dû le faire déjà. On va être
honnête, c'est pas que cette administration. Oui, pourquoi ils feuilletonnent, par exemple? Mais ils veulent pas. Il y a certainement des affaires qui touchent. On le sait, Bannon, Lutnick, a beaucoup de gens autour de lui. Il va pas aller, y compris Musk. Y compris Musk. Il va pas vendre ses amis et lui-même, parce qu'on sait très bien qu'il est impliqué. Comment il a pu monter une fortune pareille? On va voir certaines images qui en témoignent. En termes de relations, il a arrosé tous azimuts. Alors c'est des gens. Alors il y a la gauche. En Europe, il y a la gauche comme la droite, extrême droite comme extrême gauche. Aux États-Unis, de Bannon à Chomsky, Clinton comme Trump, avec des degrés de relations qui restent à établir. On verra ce que disent les prochaines heures et les prochains jours. Mais tout ça, ça fait pas de l'argent pour autant. Ce sont des relations. Mais comment il a monté en mayonnaise autant d'argent? Alors d'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est un très très bon financier. Donc d'après ce que j'ai lu, il a fait une petite fortune quand il travaillait pour une grande banque d'affaires américaine. Et puis dans ce milieu-là, l'argent appelle l'argent. C'est un effet boule de neige. Et donc il faisait venir, il avait des nouveaux clients. Il devait être aussi un apporteur d'affaires dans de nombreuses situations. Vous êtes un apporteur d'affaires, vous touchez en permanence à vie des commissions sur l'argent que vous avez réussi à faire placer. C'est ce qu'on appelle le marreur, celui qui arrive à faire les contrats. Exactement. Et puis, il y a ce qu'il décrit lui-même. Il arrivait à faire disparaître de l'argent. Donc, il arrivait sans doute à blanchir de l'argent de personnes dans le monde entier. Et pour ça, il était rémunéré aussi. Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Dites-nous ce qu'on apprend là, ces dernières heures, là-dessus. C'est-à-dire sur ce gigantesque montage financier qui fait que cet homme a pu brasser pas seulement des millions, des centaines de millions, mais des milliards d'euros ou de dollars. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, récemment, dans un podcast, le New York Times expliquait comment il a débuté, lui, Jeffrey Epstein, qui n'était pas diplômé d'une université, qui était excellent en maths, et en fait, qui a débuté dans le monde de la finance à New York parce que c'était le tuteur en maths du fils d'un grand PDG d'une banque d'investissement. Il a fini par être employé par ce PDG dans cette banque d'investissement, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a gravi les échelons avec à force de coups de bluff, de charme, et il a fini au fil des années à gérer les fortunes de plusieurs clients milliardaires. Et en fait, d'après Forbes, il gérait en particulier les fortunes d'une poignée de milliardaires, et c'était ça la source principale de son revenu. D'ailleurs, Forbes a révélé il y a quelques jours que parmi ses clients, il y avait Ariane de Rothschild, il y avait également l'ancien PDG de Victoria's Secret. Et donc, en fait, selon Forbes, entre 1999 et 2018, c'est surtout une poignée de ses clients qui lui a apporté ces milliards de dollars. Et puis, ensuite, il y avait également le retour sur ses investissements. Et Forbes dit aussi qu'il y avait toujours une partie de mystère sur certains de ses revenus. Regardez, restez avec nous, qu'on comprenne bien ensemble ce qui a pu se passer. Quand on voit, alors il y a son appartement à Paris, les 740 mètres carrés, il y a les hôtels particuliers en plus de cela qu'il a loués dans Paris. Alors ce sont des dizaines de lieux qui servaient à on ne sait trop quoi, mais tous étaient équipés de caméras. Donc l'idée de compromettre les gens, d'avoir des photos d'un tel avec une telle, et sans doute évidemment des photos beaucoup plus marquantes avec quand ça touche à la pédocriminalité. La carte de location de ces hôtels particuliers, regardez, dans Paris, là il y avait une sorte d'industrie, peut-être aussi de la compromission. Ça fait partie sans doute de la rentrée d'argent. Oui, mais alors c'est le grand mystère. Quand on parle de 600 à 900 millions de fortune personnelle, ça correspond pas du tout. Le compte n'y est pas. Donc la question que posait... 2 îles quand même. Il possédait 2 îles. Il possédait 2 îles. Il a peut-être beaucoup dépensé. Etc. Et la question que posait Sonia Dridi est extrêmement importante. C'est qu'on ne sait pas, il y a quand même un mystère sur une partie de la fortune, de la fortune, ou du moins de l'argent qui aurait été investi auprès d'Epstein pour lui permettre ce train de vie. Regardez ces îles, c'était effectivement 2 îles avec son avion qui amenait ses invités sur place. Oui, non, mais voilà, 2 îles. Enfin, faut pouvoir se payer 2 îles quand même. Et les avions. Et les avions qui vont avec. Donc oui, il y a un décalage effectivement entre sa fortune estimée et puis... Après, comme c'était le roi de l'offshore, effectivement, on va certainement en détricotant découvrir énormément de choses. C'était un trustee, donc il était à même de savoir placer de manière... Mais c'était un trustee, c'est qu'il n'avait pas accès à l'argent, mais ce qu'il aurait pu être, c'est qu'il aurait pu être un homme de paille
dans la finance, et dans la finance occulte. C'est quelqu'un qui légalement détient les fonds d'une personne qui ne veut pas être, qui veut garder son anonymat. Ça peut être un chef d'État, ça peut être un criminel. Il y a tout un tas de scénarios possibles. Et donc, vous êtes légalement la personne qui détient cet argent, mais c'est pas le vôtre. Et vous avez un accord avec la personne que vous n'avez pas abusé de cet argent. Et si vous en abusez, les conséquences risquent d'être très très graves. C'est aussi, vu les contacts qu'il avait, c'est aussi une possibilité qui explique son train de vie, mais qui expliquerait aussi pourquoi, à la fin, il n'avait que, entre guillemets, entre 600 et 900 millions de dollars. C'est très juste, Samantha. On voit bien que Poutine fonctionne comme ça. Poutine, voilà. Guillaume. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'activité d'Epstein se passe dans une conjoncture financière qui est extrêmement favorable. Quand vous regardez les indices boursiers du monde entier depuis 20 ans, il y a une prospérité qui est unique. Or, quand vous avez d'abord il y a l'effet de levier parce qu'il y a les fonds qui sont mis à disposition, il y a ces contacts privilégiés, souvent parfois d'ailleurs avec des moyens qui sont illicites, avec des chantages possibles, l'accès à des niveaux de chef d'État. On raconte que grâce au prince Andrew, il arrivait à visiter les lieux les plus secrets de la monarchie britannique. Quand vous avez tous ces moyens-là à votre disposition et que vous êtes supérieurement intelligent, vous faites mieux qu'un très grand financier de chez Goldman Sachs, parce que vous jouez pas avec les mêmes cartes que les autres. Ouais. Et il était clairement très intelligent. Ça, c'est parfois ce genre d'intelligence qui est détournée de cette façon, mais c'est indéniable que c'était un homme intelligent et sans doute qui avait beaucoup de charisme, mais pas forcément du charisme que sexuel, mais du charisme qu'il arrivait à utiliser pour séduire intellectuellement des hommes et pour séduire les femmes, celles qui ont... séduire ou ne pas les séduire, mais en tout cas en abuser. Quels étaient les échanges de bons procédés? Quand vous avez lu évidemment une partie de ces emails où on voit bien les ministres, les anciens ministres qui arrivent à se faire inviter, auxquels ils rendent des services, parfois des petits, parfois des grands services, parfois c'est vraiment beaucoup d'argent. Parfois c'est vraiment beaucoup d'argent. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un certain nombre, je vais dire, de parasites autour, mais qui lui permet d'ouvrir d'autres portes. Ouais. C'est-à-dire notamment des politiques qui ont peut-être pas cet argent-là, mais qui ont le carnet d'adresses qui lui sert à ouvrir d'autres portes pour attirer d'autres personnes. Donc il a cette capacité aussi, je pense, et cette intelligence peut-être, de profiter de ces gens qui cherchent un peu un accès au pouvoir, un accès à l'argent, et les utiliser pour d'autres moyens. Avec ce rebondissement incroyable qui est la déclaration de Maxwell à côté de son avocate Ghislaine Maxwell, le personnage clé qui dit « Graciez-moi », elle demande à Trump, et dit-elle, elle va pouvoir prouver que et Trump et Clinton sont innocents de tout. Écoutez-la. Si cette commission et le public américain veulent réellement entendre la vérité sans filtre sur ce qui s'est passé, il existe une voie simple. Madame Maxwell est prête à parler honnêtement si elle obtient une grâce du président Trump. Elle seule peut fournir un récit complet. Et certains n'aimeront peut-être pas ce qu'ils entendront, mais la vérité compte. Le président Trump et le président Clinton sont innocents. Seule Madame Maxwell peut expliquer pourquoi. Et l'opinion publique a le droit à une explication. Elle a un rapport à la... Sonia Dridi, expliquez-nous bien de quelle façon chacun essaye de se dépêtrer de l'histoire. D'abord le président Trump qui a pour lui cette déclaration d'un policier de Miami, chef de police de Miami, n'est-ce pas, qui montrerait, et les partisans de Trump insistent beaucoup sur cet aspect-là, qu'il aurait lui donné l'alerte assez tôt. Oui, d'ailleurs, la question a été posée tout à l'heure ici dans la salle de presse par un journaliste à la porte-parole de la Maison-Blanche, de savoir si effectivement cet appel avait été passé par Donald Trump en 2006 à l'ancien chef de police, donc en 2006 le chef de police de Palm Beach, un appel dans lequel il aurait notamment dit « Vous faites bien d'arrêter Jeffrey Epstein » et en parlant de Ghislaine Maxwell, c'est le mal incarné. La porte-parole de la Maison-Blanche a dit qu'elle ne pouvait pas confirmer
ou pas s'il y avait eu cet appel. On a senti un embarras de sa part, mais elle a en effet dit que si cet appel avait bien eu lieu, eh bien cela allait contre le narratif médiatique, donc a-t-elle dit. Et on sentait en tout cas pendant tout ce point presse un certain malaise de la part de la porte-parole de la Maison-Blanche, parce que les questions sur l'affaire Epstein se multipliaient. On sentait vraiment son agacement monter au fur et à mesure. Et d'ailleurs, elle a mis fin de façon abrupte à ce point presse au bout d'une vingtaine de minutes, ce qui est très court. Et on a bien senti, j'ai discuté après avec d'autres collègues qui ont vraiment senti qu'elle mettait fin au point presse parce qu'il y a eu plusieurs questions sur l'affaire Epstein, et notamment de savoir si l'administration avait toujours confiance dans le ministre du Commerce, qui est apparu également dans les documents, alors qu'il avait assuré ne plus avoir de relation avec Epstein depuis une vingtaine d'années. On va parler dans un instant des compromis, du compromat, comme disent les agents des services, c'est-à-dire qui a pu profiter de ces milliers de photographies où on voit tel ministre, parfois il y en a qui sont en petite tenue, etc., qui sont prêts de prostituer, parfois mineurs, enfin toutes ces photos où il a pu utiliser ça. Comment est-ce que ça résonne aux États-Unis, Sonia Dridis ? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on explique ce qu'il a pu faire comme ça pendant des années et même des décennies ? Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre question, je suis désolée. Comment est-ce qu'on explique le fait qu'il ait pu piéger, puisque c'est de ça qu'il s'agit, des compromates, comme disent les agents des services, autant de gens ? Eh bien, alors beaucoup justement se posent encore beaucoup de questions, parce que les 3 millions de documents qui sont sortis révèlent vraiment ce réseau tentaculaire avec des personnes à la fois démocrates, républicaines. Il y a notamment cette photo de Noam Chomsky aux côtés de Steve Bannon. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais il avait de l'argent, du pouvoir, des connexions, et c'est vrai qu'il a réussi à appâter entre guillemets des personnalités à la fois à l'étranger et ici aux États-Unis, de mondes différents. Et il y a, avec tous ces documents qui sortent, en tout cas ce qu'on sent vraiment ici aux États-Unis dans la population, il y a beaucoup de questions qui se posent, et notamment dans le camp MAGA. Et puis finalement ça renforce, c'est ce qu'on sent beaucoup, ça renforce les théories du complot qu'on entendait beaucoup ces dernières années aux États-Unis. Merci beaucoup Sonia. Parlons de ça. Selon vous, quelle est l'implication possible de services secrets, d'ailleurs aussi américains éventuellement, services secrets américains, FSB, il y a beaucoup de suspicions sur le FSB russe, ex-KGB ou le Mossad israélien. Alors ce que l'on sait formellement, c'est ses relations avec Sergei Belyakov, qui est un ancien diplômé de l'académie du renseignement russe, donc du FSB, parce que Belyakov lui a permis, il y avait une escort girl russe qui faisait du chantage sur des personnalités américaines de haut plan, et Belyakov a mis fin à ce chantage, donc rendant un grand service à Epstein, parce que c'était une partie de ses clients. Donc on sait que formellement, voilà, cette relation existe. Belyakov ayant rendu donc un service très important. Belyakov, il faut savoir que c'était le type qui s'occupait du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, où disons les mœurs étaient plutôt légères et les invités s'amusaient énormément, et il y allait plus pour comment dire. Oui, pour le off du forum. Je cherche le mot, Samantha. Voilà, le off du forum, plutôt que de discourir sur le forum économique mondial. Ensuite, on sait que Epstein a souhaité rencontrer Poutine plusieurs fois, sans succès. Qu'il en était extrêmement frustré. Est-ce que ça signifie que Poutine le maintenait à distance parce qu'il savait qu'il pouvait l'utiliser d'une autre manière? C'est tout à fait possible. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'il y ait eu dans l'activité tentaculaire d'Epstein une démarche géopolitique, c'est-à-dire la volonté de pouvoir avantager tel pays par rapport à tel autre ou tel pouvoir. Le fait que par exemple il ait compromis à la fois des responsables républicains ou démocrates, c'est quand même un signe. Et donc il est possible, je ne sais pas si c'est le cas, mais il est possible qu'en fait Epstein ait simplement été attiré par l'appât du gain maximum, le fait d'être un homme de pouvoir, et on imagine un petit peu la toute-puissance qui devait être la sienne quand il envoyait ses mails à des gens importants du monde entier, plus malheureusement l'assouvissement de ses perversions, et peut-être que ça se suffisait à lui-même. Alors effectivement, on a tous la tentation de se dire, mais c'est tellement énorme qu'il y a sûrement des États
qui ont dû profiter de cela. Mais pour l'instant, dans les documents qui ont été rendus publics, on n'a pas cette preuve-là, des éléments concrets qui permettent de l'affirmer. Non, mais que lui ait eu une stratégie géopolitique ou pas, je suis d'accord avec vous. Je pense que c'était surtout le fric et le pouvoir. Et puis la dimension russe, elle est intéressante, c'est que dans les années 90 et début des années 2000, c'est à ce moment-là que le grand roman d'amour financier entre les États-Unis et la Russie battait son plein. Il y avait du fric, mais énorme à se faire. Le mélange entre l'argent de l'État russe, l'argent des oligarques, l'argent américain, c'était mais une espèce de toile d'araignée totalement indiscernible. Vincent qui mentionne Beliakov qui est ensuite allé travailler pour Kirill Dmitriev. Donc quand Kirill Dmitriev se moque de nous aujourd'hui en disant les tous des débauchés en Europe et aux États-Unis, parce qu'on va voir son tweet. Regardez. Dans Epstein, il ferait peut-être un petit peu attention parce que son nom risquerait peut-être d'apparaître. En tout cas, il est très proche d'une des personnes sur ces listes. Donc oui, moi ça ressemble plus en effet à une volonté, à une espèce d'avidité du pouvoir, mais qui aurait permis à d'autres d'utiliser ce qu'ils faisaient à des fins géopolitiques et surtout pour semer le chaos. Quelle est la dimension en France ? Vous nous avez rejoint, maître, vous êtes Cathy Richard, avocat de l'association Innocence en danger. Évidemment, vous militez. Bonsoir, merci beaucoup d'être là avec nous en direct. Vous militez évidemment pour pousser l'enquête en France, et on comprend puisqu'il y a beaucoup de ramifications en France. Mais un mot là-dessus, d'abord, sur cette dimension de compromat, de compromission, cette manière qu'il avait de piéger des gens. Est-ce qu'il y a la suspicion qu'il l'ait beaucoup fait en France ? On sait qu'il venait en France. On sait qu'il venait en France au moins 12 fois par an. On sait qu'il a un appartement en France. On sait qu'il a des contacts en France. C'est pourquoi, c'est vrai que nous, membres de l'association Innocence en danger, on a réagi lorsque on a entendu le président Macron dire c'est une affaire américaine. Je pense que on peut pas dire comme pour Tchernobyl que ça s'arrête aux frontières de la France. C'est pas possible. On sait très bien qu'effectivement la méthode de Jeffrey Epstein, c'était de mettre des gens, des puissants, de tisser sa toile relationnelle, de les amener dans ses vices et ensuite soit peut-être avec une forme de chantage, soit une forme de complicité, de faire en sorte qu'en fait tous ces gens lui étaient redevables. Et on n'imagine pas une seule seconde que quand ils viennent en France, ils se calment. La mère de Ghislaine Maxwell est française. On sait que Brunel est français. On sait qu'il s'est passé des choses en France. Donc nous dire, comme l'a dit le président Macron, c'est un problème de justice américaine. Ça y est, il a fallu peu de temps pour qu'on se rende compte que non. Très clairement, les dossiers montrent l'étendue va bien au-delà, comme disait Madame, des frontières américaines. On parle partout en Europe et ailleurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que la justice ailleurs, en France et ailleurs, semble être beaucoup plus rapide à réagir que la justice américaine, qui est très très divisée. Les républicains notamment, je pense à Thomas Massie qui est le républicain de Kentucky, donc un député qui avec Rokan est vraiment en devant de la scène pour porter tout ça à la justice. Il est très critiqué par le président Trump parce que justement le côté Trump, enfin le côté MAGA Trump veut vraiment garder ses dossiers et éviter des procès qu'on voit dans d'autres pays, notamment en France. Oui, et puis dans cette affaire tentaculaire, on voit bien que dans tous les pays occidentaux, il y a cette crainte que l'affaire Epstein soit instrumentalisée contre les élites. C'est-à-dire que on parle beaucoup de complotistes expliquant que tout le monde se tient, qu'il y a des connexions au plus haut niveau. Et effectivement, beaucoup de gens comprennent. Mais c'est vrai, parce que ce qu'on découvre, j'allais dire heure par heure, est absolument énorme. Et je pense que c'est ce danger-là qui explique, par exemple, que il y a quelques heures, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, a annoncé qu'il déclenchait à la fois une enquête
administrative et qui signalait à la justice le cas d'un diplomate qu'il nomme, c'est pour ça que je me permets de le nommer à mon tour, qui s'appelle Fabrice Edan, qui est secrétaire des Affaires étrangères et qui a échangé des dizaines de mails avec Epstein. Et pour que le ministre livre ainsi le nom de la personne, c'est vraiment une volonté de dire nous n'avons rien à cacher, nous sommes transparents, il n'y a pas une espèce de complot mondial organisé par Epstein. C'est d'autant plus important que vous vous souvenez que le mouvement complotiste et conspirationniste QAnon faisait reposer une partie justement de son argumentation sur la corruption des élites autour de la pédopornographie et de l'enlèvement de jeunes enfants, etc. Donc ça va revenir, finalement on va revenir à ces théories-là qui sont extrêmement dangereuses, avec une globalisation justement de la stigmatisation des élites, renforçant un peu plus certainement l'hypothèse d'une manipulation étrangère pour justement saper les démocraties. Ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que QAnon a été surtout sur les démocrates. Et un des problèmes, peut-être une dissonance cognitive pour eux, c'est que ça implique aussi la droite. Et le fait que ça implique la droite, des gens comme Steve Bannon, qui justement sont un peu leur chéri, ça pose énormément de soucis. Et je pense que c'est aussi pour ça que Trump veut un peu éviter que tout ça sorte, parce que ça va faire exploser aussi tout le camp MAGA. On voit des sondages sur la confiance dans l'éthique de l'administration, notamment par religion et notamment chez les évangéliques, et même chez les évangéliques les plus convaincus, les MAGA les plus durs, on voit une baisse significative. On y reviendra dans quelques instants. Voyons ce qui se passe au Proche-Orient avec cette déclaration majeure du président Trump qui envisage l'envoi d'un deuxième porte-avions d'un groupe aéronaval pour faire pièce à l'Iran et peut-être pour frapper, deuxième armada qui serait déjà prête à faire route vers le golfe Persique. Voilà, il y a le porte-avions Lincoln. Un autre porte-avions qui serait, d'après vous, le Washington, c'est ça ? Peut-être le Washington, qui est, je crois, dans l'Indo-Pacifique. C'est peut-être le plus proche, sachant que à chaque fois, il faut compter en plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour voir arriver ce groupe aéronaval. Ce qui retarde d'autant, c'est-à-dire le message, c'est peut-être on va pas frapper tout de suite. J'augmente les moyens et ça laisse du temps, on donne du temps aux négociations. C'est peut-être ça le message en réalité de Donald Trump. C'est que c'est plus un signe peut-être d'hésitation un signe de force. Est-ce que Trump attaque tous azimuts ? On a vu hier qu'il s'en prenait à Cuba. Venezuela, c'est déjà fait. L'Iran, il monte les moyens de manière très considérable. Regardez de quelle façon il est en train d'irriter les Russes. Cette image qui est très marquante où le pétrole des Cubains vient à manquer au point que les Russes sont humiliés. Ils ont envoyé un avion. L'avion a été forcé de faire demi-tour. Les gens se sont posés à nouveau. Regardez cette image-là. Ça, pour Moscou, c'est très, très insultant. On parle de Cuba qu'il protège. Et ils sont obligés de rappeler l'avion parce que l'avion pouvait faire l'aller, mais il n'y avait pas assez de kérosène pour le retour. Oui, mais là, cette histoire, elle est en train de faire la une des médias russes parce que aller en vacances à Cuba est un des seuls endroits qui leur reste où ils peuvent aller en vacances sans visa, sans problème. Et il fait beau et quand on est à la fin de l'hiver russe, on a vraiment envie de soleil. Et donc là, c'est quelque chose. On sent l'expérience de quelqu'un qui a vécu sous des climats et donc, peu cléments. C'est quelque chose qui a mis les Russes extrêmement en colère parce que ils peuvent même plus aller à Cuba. Et donc, et Cuba importait, je crois, 95% de son pétrole du Venezuela. Et maintenant que ce n'est plus possible, eh bien l'île va vraiment commencer à souffrir. Oui, et il y avait des liens entre le Venezuela et la Russie. Donc effectivement, on a un peu le sentiment que Trump essaye de contourner le refus russe de discuter sérieusement sur le conflit en Ukraine en mettant la pression par d'autres moyens avec les proxys russes, puisque désormais l'expression le mot est à la mode. Ça a été au Venezuela, ça peut être bientôt à Cuba, ça peut être aussi évidemment en Iran, parce que l'Iran est un allié historique de la Russie, et donc c'est aussi une façon pour Trump de faire pression sur Poutine. Écoutez, Sergueï Lavrov qui est visiblement très mécontent. Il y a une espèce de désamour entre Trump et les Russes, et on va voir d'ailleurs qu'en matière nucléaire, ce que fait Trump les énerve encore plus, mais d'abord la déclaration de Sergueï Lavrov.
On nous a dit que le problème ukrainien devait être résolu. À Anchorage, nous avons accepté la proposition américaine. Nous avons abordé la question de manière adulte. Cela signifie qu'ils ont proposé une solution que nous avons acceptée. Donc le problème devrait être résolu. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus disposés à accepter ces mêmes conditions. Nous ne voyons pas d'avenir prometteur dans ce domaine et dans le domaine économique non plus. Les Américains veulent prendre le contrôle de toutes les voies d'approvisionnement en ressources énergétiques des principaux pays et de tous les continents. Pardon. Lavrov pas content. Non, mais il joue l'agent provocateur de toute manière. Non, il est pas content là. Il est sincèrement pas content. Celui qui compte aujourd'hui, c'est Outchakov, c'est le conseiller diplomatique. Oui, d'accord, mais franchement. Vous vous souvenez, à Anchorage, il avait débarqué avec le t-shirt CCCP. Donc voilà, il joue un petit peu le bouffon diplomatique maintenant, Lavrov. Enfin, mais il a plus grand rôle. Oui, mais en même temps, les Russes se sentent un petit peu impuissants quand même. Ils n'ont pas pu sauver leur allié vénézuélien. Là, ils sont très impuissants pour la première fois. Peut-être de leur histoire, Moscou ne peut pas venir en aide à Cuba. Leur allié iranien, ça va pas fort. Leur allié vénézuélien, ça va pas fort. Syriens aussi. Les Syriens, surtout, c'était un énorme coup. Franchement, et regardez ce qui se passe, puisque Trump veut aller plus loin en matière d'essais nucléaires. Ils sont très sensibles sur le sujet. New York Times le dit, Washington envisage activement le déploiement de nouvelles armes nucléaires et il est également probable qu'il procède à un essai nucléaire d'une sorte ou d'une autre. Rappelez-vous, en juillet 2025, c'était l'essai Minuteman 3. Les derniers essais remontent à 92. Alors, sans remonter à ce qui avait été fait encore avant cela. Pour les Russes, tout ça quand même, ça les titille beaucoup, hein. Là, ça les titille beaucoup, y compris le fameux dôme d'or qui pourrait rendre, notamment pour les Russes, les États-Unis un peu hermétiques, même si on n'y croit pas dans les médias. Effectivement, Trump pose problème aux Russes, même si on a cette impression dans le cas ukrainien, c'est autre chose. Le Venezuela, le Cuba, il y a un certain nombre de... Même cette volonté de vouloir le Groenland, c'est surtout par rapport aux Chinois et aux Russes. Donc il est aussi là pour protéger les intérêts américains, mais les intérêts américains sont clairement à l'encontre de ceux des Russes. L'Empire. Oui, l'Empire est l'Empire qui ne veut pas qu'on lui résiste. Et peut-être, c'est trop tôt pour le dire, mais peut-être que il y a une sorte de réveil de Donald Trump, ou en tout cas de déciment, où il se dit, mais le Poutine n'est pas le partenaire que j'espérais, qui me permettait de ramener la paix en Europe pour pouvoir s'occuper du seul sujet sérieux qui est le seul empire qui compte, vraiment, c'est la Chine. Et or, Poutine ne veut pas mettre fin à sa guerre, et donc effectivement Trump revient dans une grammaire qui est la grammaire traditionnelle de la guerre froide, c'est-à-dire la course aux armements. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer avant l'invasion en Ukraine. Non, mais Guillaume... en même temps, je dirais, alors d'abord les essais, il faut distinguer les essais nucléaires, les explosions. Ça, les Américains n'en font plus parce qu'ils n'ont pas besoin d'en faire, parce qu'ils ont une simulation qui fonctionne. Donc ils n'ont pas besoin de faire des essais explosifs. Ils font des essais de vecteurs, ça c'est missiles, ça c'est tout à fait normal, ils en font régulièrement. Mais là, tous les programmes actuels qui sont en cours, le programme Sentinelle pour remplacer les Minuteman 3, le programme Columbia, c'est pour remplacer les sous-marins de la classe Ohio, ou le B-21 pour remplacer le B-2, tout ça, c'est des trucs qui ont été lancés avant Trump. C'est des grands programmes de renouvellement de l'arsenal nucléaire, mais le constat, c'est que, donc ça va se faire, ça se fait, c'est prévu depuis longtemps, mais le constat des Russes, c'est qu'ils ne peuvent pas suivre. En réalité, ils peuvent plus suivre comme faisait l'Union soviétique. Ils peuvent pas suivre, même techniquement, la montée en puissance, la modernisation en tout cas de l'arsenal nucléaire américain. Et puis il y a aussi deux choses, c'est que les États-Unis n'ont visiblement pas les missiles hypersoniques qu'ont les Russes et qu'ont, d'après ce que les Chinois disent, qu'ont les Chinois. Deuxième chose, les États-Unis veulent aujourd'hui pouvoir affronter sur un terrain nucléaire stratégique la Russie et la Chine en même temps qu'ils en ont besoin. Et pour ça, ils estiment qu'ils ont besoin de plus de têtes nucléaires. Et c'est pour ça que la fin du traité START les arrange quelque part. Et quand Trump dit « je veux un nouveau traité qui inclurait la Chine », on peut aussi comprendre qu'il ait besoin d'inclure la Chine. Après,
ne pas avoir de traité, à mon avis, est une très mauvaise idée aujourd'hui, mais voilà. Le projet de Trump, il veut être une superpuissance, et vous parliez tout à l'heure de son projet conservateur, même réactionnaire aux yeux de certains. Écoutez Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, il veut non seulement la plus puissante armée du monde avec 1500 milliards de dollars de budget, mais il veut aussi une certaine armée. Nous faisons revivre les types guerrières. Nous éliminons les distractions. Fini le DEI, fini les mecs en robe. Fini le culte du changement climatique, la justice sociale ou le politiquement correct. Nous en avons fini avec toutes ces conneries. Nous en avons fini avec notre diversité est une force, qui est la phrase la plus stupide de l'histoire militaire. Notre diversité est une force. Notre général avait l'habitude de le répéter sans cesse avec un visage impassible. Non, non et non. Ouais, mais on aimerait bien aussi un DOD qui évite de se bourrer la gueule, pardonnez-moi l'expression, entre Washington et Hawaï. On aimerait bien aussi un DOD qui évite de raconter les opérations. Rappelez ce que c'est que en amont avec le signal guerre. Département de défense. C'est le département de guerre, la défense. Il est snob, lui, il dit DOD. Non, mais d'ailleurs, ça a changé, c'est plus la défense. C'est DOW. C'est de la guerre. Donc voilà, on aimerait bien aussi un Pete Hegseth qui évite de révéler à l'avance les opérations sur des boucles signal, etc. Donc on avait dit qu'il allait tomber, hein. Rappelez-vous, c'est intéressant les prévisions de la presse, parce qu'on avait dit la bourse va s'effondrer, la bourse se porte très bien, elle se porte assez bien partout pour être franc. Oui. La bourse européenne d'ailleurs aussi bien, hein, mais enfin la bourse américaine ne s'est pas effondrée, et on avait dit il va sauter, il n'a pas sauté, il est toujours là. Non, quelqu'un d'autre a sauté à sa place, notamment au moment du signal. Donc, mais qui ça? C'était Walls qui a... Oui, d'accord, mais c'était lui dont on disait qu'il non, mais c'est lui qui a créé les choses, mais il a ce don de faire porter la responsabilité. Il n'a jamais vu des Écossais sur un champ de bataille ou même c'est intéressant parce qu'il se fait beaucoup critiquer, notamment par des professeurs de la collège de guerre, l'école de guerre, parce que il fait partie dans le jargon militaire, le type de personne un peu trop zélé, mais pas très intelligent. C'est-à-dire il est bête et méchant et il est très zélé, mais par contre on n'aimerait pas combattre à côté de lui. Et d'ailleurs, je rappelle que je garde nationale. Ben oui, je l'ai rencontré à Kaboul à l'époque où faisait de l'instruction sur la contre-insurrection, et j'étais avec des officiers afghans. Donc pour suivre son cours, et donc il explique que la contre-insurrection c'est super important, de tenir compte des coutumes locales, de la culture locale, c'est très important. Ok. Là on va faire une pause. Est-ce que vous voulez vous restaurer? Et les Afghans me regardent, me disent mais c'est qui ce con là? On est en plein Ramadan. Il n'est pas connu pour être. Il nous propose de bouffer. Non mais il comprend rien quoi. Il y a en contradiction complète avec le cours qu'il est en train de donner. Juste pour rappeler, quand même, il était garde nationale, il n'est pas force spéciale ou armée plus traditionnelle, et il a passé aussi, et surtout, beaucoup de temps comme commentateur de télé. Oui. Donc c'est pas non plus l'homme le plus adapté pour dire au général ce qu'il faut faire. On est loin du général Baptiste, qui était le premier Youdi de Trump. Bon, Madame Vautrin, une très bonne ministre de la Défense, elle n'est pas non plus très force spéciale, disons. Mais elle ne va pas dire elle ne fait pas le même type d'intervention auprès des militaires, et c'est d'ailleurs pas forcément le rôle justement du département. L'image de ces États-Unis, regardez ce sondage qui montre à quel point évidemment le fait que Trump s'en soit pris surtout au Groenland, ça a beaucoup changé l'image en Europe. Déjà, elle était pas très flambarde. Il a eu des propos très durs sur l'Union européenne, qu'on avait de la peine à traduire d'ailleurs de l'anglais au français. Trump est-il un ennemi de l'Europe? 51% considèrent Trump comme un ennemi de l'Europe, et les dernières décisions concernant l'accès au territoire américain suscitent encore plus de réactions. Le fait que pour entrer dans le territoire américain, il faille montrer l'historique de ces réseaux sociaux. Vous savez, vous devez montrer votre téléphone, tous les réseaux sociaux, et aussi les numéros de téléphone depuis 5 ans. Beaucoup d'entre nous autour de cette table n'iront pas aux États-Unis avant. Vous n'irez plus réellement, à part ça, qui ici sur cette table n'ira plus aux États-Unis? Alors, moi déjà, je suis citoyen américaine, donc a priori ça me concerne pas, mais il y a quand même beaucoup de citoyens américains qui ont d'autres problèmes, donc moi je pense que c'est à éviter si on peut. Vous n'irez plus aux États-Unis? Je suis pas sûr, parce que moi je dis peut-être moins souvent que la moyenne de ce plateau du mal de Donald Trump, donc peut-être que ça sera. Je mettais fièrement que j'avais jamais été communiste quand on faisait la listing. Ça y a pas de risque avec vous. Voilà, mais aujourd'hui, c'est effectivement, c'est au-delà de l'anecdote, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant, parce que on peut imaginer
à quel point est-ce qu'on peut fouiller dans la vie des gens quand on leur prend leur téléphone. Enfin, leur téléphone, c'est le cœur aujourd'hui de notre intimité. Mais on prend un téléphone qu'on n'utilise pas normalement, on s'appelle un bonophone. Mais beaucoup de boîtes maintenant, quand ils envoient aux États-Unis, moi je connais des sociétés, notamment à Singapour, qui ont un téléphone spécial. Vous prenez pas votre téléphone perso ni votre ordinateur. Ouais. Moi, je suis très triste parce que les deux noms de mes deux arrière-grands-parents sont gravés sur le mur des immigrants à Ellis Island. Donc j'ai des arrière-grands-parents américains. Et je suis très triste de ne pas pouvoir aller aux États-Unis. Est-ce que vous irez aux États-Unis, vous C'est fini. Pour l'instant, oui. Déjà parce que ça m'emmerderait de me faire la liste de récupérer tout mon historique. Ça prendra beaucoup de temps. Non. On n'en a pas envie. Hein. On verra, ça dépend. Chacun ses goûts et chacun ses buts de voyage. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Merci à vous sur ce plateau et à vous de nous suivre. Bonne soirée.